Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, ça va mon Seb? Salut Lucien, ça va? Bonjour à tous. La dernière de la saison déjà. C'est passé à une vitesse. C'est clair, c'est clair. Et puis merci à vous d'être fidèles, de nous laisser des commentaires aussi sur YouTube. N'hésitez pas, on est en direct sur Twitch si vous voulez poser vos questions à notre invité. C'est le moment. Gaëtan Hurtel la semaine dernière, alors grand consommateur de whisky. Un peu moins de piment, Les faut piments, se le il dire. n'a pas. Ouais, c'était pas... Et alors, pour la petite histoire, il m'a envoyé une photo, il était dans la voiture, au retour de l'émission, il s'est frotté l'œil avec le piment que je lui avais donné. Alors qu'on lui avait dit ne le fais pas, quoi. On lui avait dit direct ne te frotte pas les yeux après avoir lui. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on a eu pas mal d'invités sur cette saison. Des invités qui sont arrivés à l'heure, d'autres en retard. Karim Gadji, 3h30 de retard, c'est évidemment le record. Ouais. On a notre invité cette semaine qui, bon, on est encore loin de ce record, mais quand même, qui arrive en retard, tu vas nous le présenter. C'est le préparateur physique en vogue dans le MMA. C'est l'ennemi juré du sucre. Les graisses ont peur de lui. Le gendre idéal du MMA, s'il vous plaît, monsieur Nicolas Hart. C'est beau ça. Ah, c'est beau. Salut Nico. J'en ai rêvé. Salut Nico, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va, nickel. Nickel. Oh là là. Bon, comment tu vas, Nico? Moins de retard, beaucoup moins. monsieur, léger retard. Alors, faut dire que 3h30, je pense que ça va être le record qui va tenir saison après saison. Karim m'avait pas prévenu, j'aurais essayé de faire mieux s'il m'avait dit. Mais... C'est simple, on l'a appelé, on allait commencer l'émission. T'es où, Karim? Je suis à Meaux. Ouais, voilà. Ah, Karim, il a fait fort. Ça va, Nico, tu vas bien? Très très bien. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ouais, pour la dernière, je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Nico sur le chat, sur Twitch. Nico, on va te présenter quand même un peu plus en détail. J'ai pris quelques petites infos sur toi, je suis allé chercher, j'ai fait mon travail de journaliste. Alors, il paraît que tu es un fou furieux du coaching, parce que tu as été une tête d'ange. Franchement, quand on te voit comme ça, on se dit, le mec est hyper gentil, hyper sympa. Les juges te détestent. Apparemment, c'est un enfer pour eux, même les juges de l'UFC, dès qu'ils te voient, c'est compliqué. Tu confirmes ça? Je confirme, c'est pas les juges, c'est les gens qui sont responsables de te garder assis dans le coaching. Toi, tu as tendance à électron libre. Ouais, eux, ils me détestent. J'ai une impulsivité pendant le coaching qui fait que je me sens obligé d'être debout. Et ça leur plaît pas trop. Voilà. Ah, ils sont sur le qui-vive. À chaque fois, ils sont. Ah ouais, ils sont. Et ceux qui me connaissent en France, du coup, bon, on a une petite relation amicale. C'est-à-dire qu'avant, ok, c'est Nico, ok, bon. Bon, évidemment. Le coach de Nassourdine Imavov, avec qui tu es en train de réaliser de grandes choses, tu es en train de braquer l'UFC. Ouais. D'ailleurs, en matière de braquage, je crois que tu t'y connais bien, non? Il n'y a pas une petite histoire là-dessus C'est-à-dire J'ai eu des petites infos d'une de tes combattantes sur... Il nous a lâché un truc, ouais. Alors, on ne sait pas non plus. Non. Elle vous a peut-être pranké. Peut-être. Peut-être. Delphine Benouesh. Delphine Benouesh nous aurait... Je vais vérifier parce qu'elle doit être dans le chat, Delphine. Delphine, si tu m'as dit une bêtise. Peut-être qu'elle je pense que c'est ça. Ok. Merci Delphine, c'est sympa pour la dernière. Non, en tout cas, il y a vraiment un truc que tu rappelles tout le temps, c'est que le sport, ça conserve. Toi, tu es d'accord avec moi? Ça conserve. Alors, oui, en général, mais parfois ça peut être un peu compliqué, même en faisant du sport. On peut le voir notamment avec Daniel Voirin, par exemple. On va avoir une image avant, quand il était jeune, Daniel, le beau gosse du Muay Thai. Il était surnommé comme ça. Voilà, alors magnifique, Daniel Voirin, donc ça c'était à droite, évidemment. Et puis maintenant, Daniel qui a pris un peu cher quand même. Cyril Diabaté, qu'on a reçu sur ce plateau aussi. Cyril avec toutes ses ceintures magnifiques. Et puis maintenant, c'est un peu plus compliqué aussi pour Cyril. Et puis on en a un dernier quand même, qui est proche de moi, Sébastien. Sébastien avec des cheveux, c'est pas une perruque. C'est pas une perruque, voilà, c'est vraiment le vrai Sébastien. C'est joli. Maintenant, quasiment la même tête au final, mais pas de cheveux, quoi. Voilà. J'ai pris cher. Donc le sport, ça conserve, oui, mais pas pour tout le monde. Voilà, on peut le dire comme ça. Ah si, pourtant, si, ça conserve. C'est même vital. Bon, en tout cas, Nico, voilà, toi, tu fais plein de trucs. On t'a présenté comme l'homme à tout faire du MMA parce que tu es entraîneur, préparateur physique, nutritionniste. D'ailleurs, si tu devais définir la fonction d'entraîneur, toi, tu la définirais comment? Ouais, je pense que la fonction d'entraîneur, justement, elle englobe tout ça.
C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que l'entraîneur d'il y a 10 ans, enfin même plus encore, il y a 20 ans, 30 ans, dans le système associatif français, l'entraîneur, il avait son job pendant la journée et le soir, il entraînait au club. Mais pendant la journée, il avait un travail. L'entraîneur d'aujourd'hui, 2.0 entre guillemets, qui est professionnel, qui ne vit que de l'entraînement, bah, il a plus de temps, il peut être plus concerné, il peut consacrer plus de temps au sport et du coup, bah, il peut avoir une vision de la performance qui est un peu plus large. C'est-à-dire que l'entraînement est effectivement technico-tactique au club, mais ensuite il se forme sur la préparation physique, ensuite il se forme sur la nutrition. Et si tu regardes bien aujourd'hui les coachs un petit peu en vogue, que ce soit Fernand Lopez, que ce soit Aldric Cassata, ce sont des gens, Aldric on n'entend pas beaucoup parler de nutrition et de préparation physique, mais si tu discutes avec lui de nutrition, préparation physique, il connaît et il s'est instruit dessus depuis des années. Et donc, en réalité, le coach moderne 2.0, il a toutes ces casquettes qui sont réunies. C'est hyper important de maîtriser en tout cas tous ces secteurs du coaching, de l'entraînement. Ouais, c'est clair. Et où est-ce que tu puisses ton plaisir là-dedans, toi, dans le coaching? Qu'est-ce qui te fait kiffer Moi, c'est vraiment l'amélioration de la performance. C'est vraiment l'amélioration de la performance, l'atteinte d'objectifs. Donc vraiment, ce qui me fascine, ce qui m'obsède, c'est comment je peux résoudre un ensemble de situations pour faire en sorte qu'un athlète brille lorsqu'il est en combat. Et ça, c'est vraiment... Et du coup, je parle souvent de facteurs limitants. Tu vois, je regarde quelqu'un, je passe des heures à étudier Nassourdine, Delphine, Jorik, etc. Et j'essaye de dire, OK, il y a plein de facteurs. Effectivement, il y a quelqu'un, l'autre, il va mettre les lunettes du nutritionniste, il va dire, ah ouais, mais tu manges trop de ça. L'autre... Mais quel est les facteurs, quel est le point sur lequel... Ce point-là, quand on le modifie, ça transforme mon athlète vraiment. Et à ce moment donné, je n'ai pas besoin d'investir beaucoup d'énergie. Si juste je te dis, par exemple, soit un petit peu plus haut ou un peu plus bas, ou déplace-toi un peu plus ou un peu moins, ça modifie totalement ton jeu. Okay, ouais. Et si je prends l'exemple de Delphine Benouache, elle faisait beaucoup de in and out. Donc elle entrait, elle sortait. Et de manière générale, c'est ce que fait par exemple Nassourdine, in and out. C'est quelque chose qui est réservé aux profils les plus explosifs. Et quand j'ai passé du temps à la regarder, etc., je me suis rendu compte que finalement, si elle restait beaucoup plus sur place, ancrée, elle est très endurante et qu'elle cadrait les filles et qu'elle mettait un gros volume, ça devenait très 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 compliqué pour les filles parce qu'elle ne jouait plus sur la qualité de vitesse, mais sur la qualité d'endurance. Et ça, c'est un game changer dans son jeu, ça change radicalement le niveau de performance auquel elle peut performer. Et moi, ce qui me fascine, c'est ça. Essayer de comprendre la performance dans son ensemble pour trouver le point qui va transformer l'athlète. Et ça, c'est un peu comme... Tu utilises la vidéo comme dans ton sport? Ouais, c'est ça, analyse vidéo. Ouais. Énormément. C'est là où on voit que ça a vraiment changé, ça a passé un cap. Ouais. C'est clair. J'utilise énormément la vidéo, des anciens combats de mon athlète, des sparring. Ensuite, je découpe et ensuite, j'envoie. Donc, par exemple, Delphine, hier, j'ai envoyé, 8 vidéos. J'ai envoyé tous les derniers takedowns qu'elle a pris. Sur les 10 derniers combats, les fois où elle a été amenée au sol, c'était sur quel type de technique. Et en fonction de ça, le travail qu'on met en place sur les prochaines défenses de takedown, il est en fonction de ce qu'on a vu sur les derniers combats. C'est hyper important dans tous les sports, au niveau d'avoir des feedbacks, de t'observer en action et de voir les petits trucs à modifier. Mais c'est ce qui est incroyable, c'est que pour un sport jeune, en France, c'est déjà là, on est dans le haut du panier du professionnalisme. Parce que l'analyse vidéo, c'est... Tu l'entends au foot, tu l'entends au rugby, enfin, surtout dans les sports co. Mais là, tu vois, c'est même fascinant de dire que tu vas passer, je sais pas, ça doit te prendre des heures. C'est le plus long. C'est pour ça que tu arrives en retard, d'ailleurs. C'est pour ça que et tu es en train de regarder des vidéos. Une analyse vidéo. De MMA, évidemment. Non, c'est le plus long. C'est parfois le plus ennuyant. J'avoue que on parlait des annulations de Delphine, donc de 6 annulations. C'est-à-dire que 6 fois, tu es obligé de regarder 4-5 combats de l'athlète. Il y a un moment, t'en peux plus d'analyser des combats de nana que tu vas même pas combattre au final, parce que c'est annulé après. Donc c'est long, c'est embêtant, mais il y a une plus-value qui est tellement importante. Je pense à John Jones, dont les frères sont en NFL, qui étudiait Cyril Gane et qui disait « Je comprends pas quand tu as un cheat code, quand tu as un code secret pour battre son adversaire, je comprends pas que tu ne l'utilises pas. » Et montrer, Cyril Gane, le coup de pierre tourné, il l'utilise qu'en gaucher. Le low kick intérieur, il l'utilise en droitier. Et donc, quand tu as quelqu'un sur lequel tu as beaucoup de combats, tu peux savoir, OK, il est en droitier, je sais que globalement, il utilise telle et telle attaque. Il est en gaucher, telle et telle attaque. Quand il fait un takedown, c'est toujours la tête à l'extérieur. C'est incroyable. Quand tu as ces données-là, c'est incroyable.
Tu prends du temps, toi, genre quand tu dis, voilà, je visionne les combats aussi des adversaires de Delphine, de Nassourdine, est-ce que ça te prend du temps à trouver le petit détail, la petite faille, ou alors ça vient plutôt naturellement Tu sais, tu vois les schémas où tu as une sorte de boucle comme ça, où tu as un feedback et tu reviens sur le truc, bah, c'est ce qui se passe. Donc, on nous annonce, Nico, il y a Canonnier, on nous propose Canonnier. Qu'est-ce que tu en penses? Boum, je rentre à la maison. Souvent, c'est des décisions rapides à prendre. Ouais, bah oui. La décision pour Whittaker. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Donc, je rentre à la maison, je regarde les derniers combats de Whittaker et j'essaye de trouver des combats qui correspondent à un adversaire du style de Nassourdine pour pouvoir comparer. Donc, je regarde ces combats. Ensuite, je donne ma réponse sur le truc. On valide le fight, le truc avance. Ensuite, moi, j'établis mon game plan à partir des vidéos, par exemple, de Canonnier et des vidéos de Nassourdine, les derniers combats de Nassourdine. Et je dis, voilà comment je pense qu'on peut trouver la solution. D'accord. J'envoie le game plan. Juste ça, Nico, tu le fais avant de consulter Nassourdine, par exemple. Avant. D'accord. Lui est pas au courant pour Ensuite, l'instant. je découpe et je lui envoie. Je lui dis, voilà comment je pense que tu peux le battre. Voilà ça. On regarde ensemble, on en discute. Parce que ça se trouve, moi, j'ai marqué un truc sur le papier. Mais lui, c'est pas clair ce que je dis. Oui, le mot. bien sûr. Ouais. Il l'a pas compris de la même façon. Donc on en discute. Lui, il me dit, moi j'ai vu ça. Daguerre, il a vu ça. On discute de tout ça. Ensuite vient la phase la plus importante. On teste tout ça. Donc il faut que je ramène des sparring qui sont assez similaires. Et on teste les pistes de game plan qu'on a trouvées. On teste différentes distances, différents coups, etc., etc. Et puis, quand on a testé tous ces game plans, on revient à la boucle. On revient au... Je re-regarde les vidéos des sparring, les vidéos de Nassourdine, les vidéos de Canonnier, et je modifie le game plan à partir de ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. Et comme ça, en boucle, on revient. Ah, c'est un travail On monstrueux, revient. hein, Et du coup, par exemple, pour Canonnier, le game plan originel, c'était tu vas me faire le même fight que contre Chris Curtis. Et finalement, ça a évolué et on est parti sur d'autres choses. Par rapport au sparring qu'on a trouvé, par rapport aux adaptations, par rapport à ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Ah, c'est colossal. C'est clair. Mais C'est colossal, c'est un boulot colossal. Et ça, c'est bien l'expliquer parce que je pense qu'il y a beaucoup de les gens, des spectateurs du MMA ne se rendent pas compte de tout ça. Pour eux, c'est un entraînement, on met les gants, on fait 3 techniques et puis terminé, tu vas dans la cage. Mais à côté de ça, c'est une science en fait. C'est ça. Puis là où c'est hyper intéressant, c'est en fait, c'est pas juste toi qui arrives avec ta séance et genre tu l'imposes à tes combattants. C'est vraiment un truc réfléchi où aussi je suppose que tu l'adaptes en fonction de leur adversaire, leur état de forme, leur envie aussi. Donc non, c'est clair que c'est en adaptation permanente, quoi. C'est une discussion. Tu vois, avant on disait un peu comme si le coach il était au-dessus. Non, le coach, c'est une discussion horizontale où on discute avec l'athlète et on essaie de trouver ensemble les meilleurs. Tu sais, parfois les mecs ils disent les techniques. Moi, j'enseigne pas de technique à Nassourdine. Je lui dis, voilà, j'ai vu telle technique qui marche, on teste. Parfois, il me dit, ah, ça, je l'incorpore dans mon jeu parce que je vois. Et parfois, il me dit, non, ça, je le rejette, ça, je l'ai essayé plusieurs fois, tu vois, je le sens pas. Et on discute ensemble et on voit ce qui marche le plus. Par contre, parfois, on peut dire, écoute, moi, je te dis mon avis. Dustin Poirier, j'ai regardé 20 combats de toi. À chaque fois que tu tentes la guillotine, tu te retrouves sur le dos, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait arrêter la guillotine? Parce que moi, je vois que ça ne fonctionne pas. Tu regardes le dernier combat de Dustin Poirier. Ils disent, ouais, il a mis en difficulté Makhachev, c'était dur pour Makhachev. C'est le premier combat depuis longtemps où Dustin Poirier n'utilise pas sa guillotine. Il n'utilise pas sa guillotine, il ne tombe pas au sol. Bah, finalement, ça a presque compliqué le combat pour Makhachev, le fait qu'il n'utilise pas la guillotine. Enfin, c'est pas presque, ça l'a compliqué. Oui, ça l'a compliqué. Tu vois? Ouais, mais c'est tout ça, c'est de l'étude. C'est clair, étudié, c'est du boulot, c'est pas un truc où t'envoies ton mec dans la cage, voilà, encore une fois, allez, vas-y, bats-toi, on a bien travaillé. Et puis jamais oublier que c'est le combattant aussi qui est dans la cage. Donc comme tu dis, c'est hyper important d'avoir aussi son retour, son ressenti, tu vois. Non, puis ça doit être, quand t'entraînes, tu sais que t'as mis un game plan, que ton game plan il est respecté par ton combattant, que le game plan fonctionne, ça t'amène une victoire, tu te dis, je viens de me taper 8 heures de vidéo, ça vaut le coup. Ah, mais ça, par et contre, c'est gratifiant. Non, c'est super gratifiant. C'est un kiff indescriptible, ça, quand... C'est super gratifiant. Je suis obligé de mettre un mais. Après, tu as le facteur X. Bien sûr, quoi le facteur X? Oui. Je te prends la victoire de Nassourdine. Il y a un moment, il prend une pêche de Canonnier, bras arrière. On sait que Canonnier, il a mis des KO en poids lourd, il a mis des KO en lourd léger, il a mis des KO en middleweight. C'est un des plus gros. Tous les mecs qu'il a touchés. Bien sûr. Les mecs, ils ont été knockdown. Nassour, il prend la pêche. Il encaisse sans moncher, tu vois, il bouge pas. Bah ça, c'est le facteur X. C'est-à-dire que tu as un combattant qui a une mâchoire, et il y a un moment où ça se passe pas comme tu veux, parce que dans le game plan, il touche jamais. Mais là, il te touche, et tu as le facteur X, c'est-à-dire, tu tombes pas quand il te touche. Et ça, c'est la magie
voilà, le talent du combattant, les données que tu maîtrises pas, etc., etc. Et puis l'utilisation, le combattant aussi, l'utilisation de ce que tu as travaillé au bon moment. Voilà. Et ça, c'est dur parce que le combattant, il doit et t'écouter et ne pas t'écouter. Il doit à la fois t'écouter, te faire confiance et s'inspirer de ce que tu dis. Et à la fois, c'est pas une télécommande. Moi, je dis toujours, ce n'est pas une télécommande. Il doit trouver le bon moment pour utiliser la technique. Et c'est là, toi, où tu es super bon aussi, parce que tu as mis une vidéo sur ton Instagram, je crois que c'est avant le 4e round, où tu es avec Nassourdine, et voilà, tu lui dis, tu exposes bien les choses, c'est très précis, tu restes vachement dans le positif, tu lui dis, donc là, le in-out, ça marche plus, tu es fatigué, par contre, tu sais faire ça, tu peux le faire à ce moment-là. Enfin, en fait, à chaque problème, tu arrives à trouver une solution, et en plus, tu le mets en confiance en lui disant, tu sais le faire. On l'a travaillé, c'est des situations qu'on a vues à l'entraînement. Et c'est ça qui me bluffe avec toi, et même avec Delphine. Hein. Tu es hyper... tu restes hyper précis, calme dans toutes tes interventions, et je pense que ça, le combattant, la combattante, forcément, ils le ressentent. Ouais, surtout sur des moments où quand tu es à un 4e round, tu n'as plus forcément toute ta lucidité, mais tu as cette voix... C'est ça. Et puis c'est pas donné à tout le monde, attention. Hein. C'est un talent aussi d'entraîneur d'arriver à capter l'attention de ton combattant quand tu es au 4e round, tu as un peu la tête en travaux, tu arrives quand même à capter son attention. Et ça, c'est... Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que comme tu dis, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile avec la pression parce qu'un entraîneur ressent autant de pression aussi que le combattant. Enfin, voilà, tu dis, le travail est colossal en amont. Comment tu arrives, toi, à rester... cool, tranquille, voir le positif. C'est dur. Est-ce que tu as vu au fil de ta carrière une vraie évolution là-dessus? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un cheerleader. C'est-à-dire que j'étais comme beaucoup d'entraîneurs. Je criais, j'encourageais, et forcément, dans tout ce que je donnais, il y avait beaucoup de déperditions. Tu criais plus que Tchungi? C'est vrai que t'en as assez. Non, c'est impossible. Et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de m'inspirer d'entraîneurs que je voyais calmes, qui passaient des informations importantes. J'ai essayé de comprendre, de quoi il a besoin mon athlète. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'informations? Est-ce qu'il a besoin de... Parfois, il y a une vidéo de coaching de Delphine au championnat du monde où je lui mets un coup de pression. Je lui dis... Je dis arrête là, arrête de me regarder pendant le combat, tu sais ce qu'il faut faire, arrête de me regarder comme si tu as besoin. Parce que parfois, c'est le point sur lequel il faut appuyer, c'est un point émotionnel. Arrête de me regarder, envoie de l'énergie. Et parfois, c'est pas un point émotionnel, mais c'est un point technico-tactique. Tu vois, là par exemple, quand je dis assieds-toi pour la boxe, arrête le in and out, assieds-toi. Ce que je pense au final, c'est que cette relation-là, elle se crée pendant l'entraînement. Quand tu as passé beaucoup de sparring avec ton combattant, que tu as emmené des gars, tu étais là dans les sparring, tu as passé du temps avant les sparring, pendant les sparring, après les sparring. Avec Nassour, on a été dans des salles, dans des salles de boxe anglaise. Tu n'es pas à la maison. Tu vois, tu n'es pas à la maison, tu vas boxer contre un boxeur. Il veut t'arracher la tête. Et tu crées cette confiance-là. Et moi, depuis le début que je travaille avec Nassour, je sais que cette confiance-là, on en aura besoin le jour où ce sera dur. Quand c'est facile... Oui, quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est simple. Non, mais le jour où c'est dur, tu as besoin d'avoir cette confiance qui fait que ton combattant, il t'aide. Parce que, il t'aide. Ton combattant, il a confiance en toi. Et il a confiance en toi parce que tous ces moments, tu les as passés avec lui. Pendant le cutting, pendant les entraînements, vous êtes déplacés, vous avez été dans des situations difficiles. Et du coup, cette confiance, elle s'est créée. Et plusieurs fois, tu as donné les consignes pendant les entraînements, pendant les sparring durs. Et ces consignes, elles ont fonctionné. Et du coup, comme ça a fonctionné, il a confiance en toi. Mais il n'y a que le facteur temps qui permet de créer cette confiance-là. Et pour ceux qui nous regardent, là, ça fait combien de temps que tu es avec Nassour? Avec Nassour, en fait, on a repris ensemble. T'étais avec le MMA Factory, c'est ça, avant. Mais au Factory, dès qu'il est arrivé, on travaillait ensemble. Et puis ensuite, sur la fin de mon temps au Factory, le moment où lui, il est rentré à l'UFC, j'étais très proche de lui parce que c'est moi qui l'ai préparé pour son entrée à l'UFC. J'étais... À l'époque, je faisais sa nutrition, sa prépa physique, et j'ai beaucoup travaillé sur le pas tout seul. J'ai beaucoup travaillé sur son camp d'entraînement pour rentrer à l'UFC, sur son premier combat à l'UFC. Donc une dizaine d'années? Non, on se connaît depuis 6-7 ans. 6-7 ans, Il est arrivé au Factory, je crois, il y a 7 ans. Comment ça s'est fait? Alors, est-ce que le fait que tu sois son coach maintenant, Nassourdine Imavov, c'est lui qui t'a contacté en disant « je veux que tu sois mon coach » Ouais, c'est ça s'est fait comme ça? Ouais, il m'a contacté, on en rigole souvent parce que et Nassourdine, il est dur à contacter au téléphone, et moi je suis aussi une galère à contacter. Et donc il m'a contacté, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Moi j'étais à l'étranger sur des coachings, j'ai mis 2 semaines t'imagines s'il avait pas répondu, c'est bon Nico, lui il avait changé de numéro. Et un jour, je comprends en fait, je vois sa photo.
Tu vois, je regarde les messages genre non lus sur WhatsApp et je vois sa photo. Mais je dis, mais c'est Nas qui m'avait envoyé un message en fait. Et je l'appelle, je suis à l'étranger, je lui dis, écoute, quand j'arrive, on se fait une bouffe. Et quand on s'est fait une bouffe, il m'a dit, écoute, je cherche un entraîneur. Je lui ai dit, écoute, avec grand plaisir, quand est-ce qu'on commande? Je partais au championnat du monde avec Delphine. Dès que je suis rentré des championnats du monde, on a commencé la prépa. Il te dit quoi exactement quand il te dit, voilà, je cherche un entraîneur? Pourquoi en fait toi? Pourquoi il te sollicite toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Nassourdine, à ce moment-là? Honnêtement, voilà, et on avait cette relation de confiance, d'amitié. Et après, lui, il m'a dit, voilà, en France, je ne me vois pas bosser avec quelqu'un d'autre que toi. D'accord. Voilà. C'est ses mots. Ouais. Il était comment, lui, à ce moment-là, d'un point de vue physique, mental, ou tu l'as trouvé comment, en tout cas, à ce moment-là, quand il est venu te parler? Nassour, il a ce truc des grands combattants. Ouais. C'est quelque chose. Tu sais, je le regardais quand il était... Maintenant, j'arrive à me détacher des grands événements. Ouais. Et quand on était à Louisville, en bord de cage, avec 20 000 personnes, un public acquis à la cause de Cannonier, qui crie pour Cannonier, qui hue Nassourdine. Ouais. Et je voyais Nassour qu'il était bien. Ça il était serein, Il était serein, il souriait, il profitait du moment. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, bah, c'est tu vois, faut avoir quelque chose de particulier. Et Nassour, il a ce truc-là. Ouais. Et donc, Nassour, quand il m'a contacté, il a ce truc de... Je suis dans le top 12 mondial, top 15 mondial depuis longtemps. Je veux rentrer dans le top 10, je veux rentrer dans le top 5. Je pense que je peux aller jusqu'au bout, mais je ne l'ai pas fait encore. Ouais, ok. Et moi, la frayeur que j'ai par rapport à ça, c'est deux choses. Un, quel est le niveau de coachabilité? Parce que finalement, ça fait quand même 3 ans qu'on n'a pas bossé ensemble. Donc, à quel point il va me faire confiance, il va m'écouter. Et deux, quelle est sa marge de progression? Parce que c'est toujours quand tu prends quelqu'un qui est aussi fort, c'est toujours dur de... Et puis, rapidement, on commence le camp. Et je vois qu'il a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. C'est-à-dire, on travaille une technique. Et on travaille une technique. Le sparring d'après, contre Thomas Loubersan, il tente la technique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tu travailles une technique, tu connais le process. Normalement, tu travailles une technique, tu commences contre un débutant, puis un mec moyen, puis un mec fort. Lui, on travaille une technique, juste on travaille la technique. La première fois où il la teste, c'est contre le numéro 1 mondial, IBJJF. Tu vois, c'est comme ça tu vois, il n'a pas de temps à perdre. C'est comme ça qu'il fait. Et partout, c'est comme ça. Et encore une fois, que je te dis, s'il aime la technique, il l'incorpore dans son jeu. S'il n'aime pas, il l'écarte de son jeu. Mais il va la tester, il va t'écouter, il va te faire confiance. Bah tiens, justement, une question hyper intéressante dans le chat. Continuez à poser vos questions. C'est Jamed qui nous dit, maintenant que tu le connais par cœur, tu le vois aller jusqu'où, Nassourdine Imavov? Au sommet, j'imagine. Ouais, la ceinture. Ouais. C'est... Pour moi, Nassour, ça va étonner certains ce que je veux dire, mais pour moi, il est à 60% de son potentiel final. J'allais te dire, il y a encore une grosse marge de progression. Il y a une grosse marge de progression. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait là qu'il est à 60%? Je le vois. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus fasciné sur ce camp, c'est que j'ai choisi de mettre l'accent sur son point fort. Normalement, ton point fort, c'est là où tu as la capacité de progression qui est la plus faible. C'est-à-dire que tu es fort en striking, tu es déjà élite mondiale en striking. Si je te dis je vais t'améliorer ton striking, c'est un pari qui est extrêmement ambitieux. Le pari que j'ai choisi, c'est de dire je vais améliorer ton striking. Et on va passer le camp à se parer avec des gens de l'anglaise, avec des gens du pied-point, avec etc., etc. Et on a amélioré son striking. Mais on avait un camp qui était court, on avait 6 semaines. Moi, il y a des choses que je vois en combat, je veux mettre 3 fois l'accent dessus. Parce que ces choses-là, il arrive à les faire contre n'importe qui. Donc je veux qu'on soit tellement fort dessus que non seulement tu les places contre n'importe qui, mais quand tu les places, ça change l'issue du combat. Comme avec Cannonier, on a parlé toute la semaine de finish, on a réussi à obtenir un finish. Contre un mec qui n'a jamais été fini en 84 c'est fou, hein, Contre un mec qui est numéro 4 mondial. Contre un mec qui a fait 5 rounds avec Israël Adesanya sans jamais être sonné ou touché ou quoi que ce soit. Donc ouais, je pense vraiment que son potentiel de progression, je pense vraiment que d'ici un an de travail très sérieux comme ça, Nassour, il est à un autre niveau. Vraiment à un autre niveau. Il est prévu sur l'UFC Paris ou... Nous, on veut vraiment qu'il soit sur l'UFC Paris. En plus, il a ce truc-là, des grands combattants. Il grandit dans les grands événements. Ça le galvanise. Ça le galvanise. Tu le mets contre un mec moyen, il va être bon, mais il va être au-dessus du gars. Tu le mets contre un mec très fort. Mais c'est là qu'on reconnaît, c'est la marque des grands. C'est la marque des grands. C'est la marque des grands. Contre qui alors? T'aimerais bien le voir contre qui à Paris?
Le projet Paris, c'est Sean Strickland. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura. Si on n'a pas Strickland, j'aimerais bien Whittaker. Ouais. Et si on n'a pas Whittaker et qu'on va chercher derrière, du coup, des mecs derrière Nassour, j'aimerais bien Vettori. Ouais. Vettori, il est 6e. C'est un nom. Ouais. C'est un Italien, donc il est à côté. Et je pense qu'on peut faire. Ça peut être un très beau combat, ça. Ouais, je pense qu'on peut clair, faire une c'est masterclass contre Tout ça, c'est Après, en discussion. Genre, c'est en Whittaker, discussion là déjà avec Strickland. C'est l'UFC qui va décider en fonction des combats à venir, en fonction des décisions à venir. C'est l'UFC qui va décider. On ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. Ouais. Là, on a failli. Nous, on a accepté le combat contre Whittaker. Ah oui, quand même, ouais. C'était OK, vous? On a accepté. C'était Ouais. OK. Forcément contre une grosse somme. Ouais. Parce que le risque était grand. Hein, Tu m'étonnes. à une semaine après le combat, c'était un gros risque. C'est Whittaker, combien pour qu'on très, se rende très fort. compte, Nico? Si c'est pas un sujet tabou, t'es pas obligé de le dire. mais- Ouais, je peux pas parler de la peux pas en somme, parler, ça, mais c'était une grosse somme. Ouais. somme, ouais. Forcément, pour nous, ça vaille le coup Bah de oui, prendre oui. ce risque. Une semaine, c'est. Une semaine, ah ouais, ouais. c'est- Une semaine, repartir, c'était un exploit. Hein, affronter 2 top 5 en 2 Ah, semaines. bah, c'est jamais vu. C'est du jamais vu. Ah, c'est jamais vu. Qu'est-ce qui a fait que t'as accepté, toi? Tu t'es dit, c'est bon, ouais, Nassourdine, il est J'ai sur sa regardé lancée, il est Les prêt. vacances, il s'est dit les Bahamas. Attends, C'est- avec ce qu'on va Moi, je m'en prendre. fous, qu'ils Les gagnent, qu'ils vacances. perdent. J'ai regardé Whittaker, j'ai regardé les Bahamas. J'ai dit est-ce que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Nassourdine, t'es sûr? Ouais, prends la valise quand même, hein, prends la valise. T'es là une semaine, mais c'est même trop long. Non, j'ai regardé Whittaker. Honnêtement, en toute humilité, j'ai vu des failles dans son jeu et des failles qu'on peut exploiter, je D'accord. pense. Attention, très très fort, très dur à battre. Sûr. Mais j'ai vu des failles. Voilà. Ah bah là, oui, puis quand on voit ce qu'il a fait, le combat qu'il fait contre Canonnier, tu te dis, oui, il y a Ah, la mais bien place sûr. aussi pour Whittaker. Il y a la place pour aller au bout. Après, comme tu le dis, il y a ce Oui, facteur on verra, il y a qui plein de fait choses qui que... peuvent se passer. Mais on a Exactement. une autre question intéressante dans le chat, Nat James qui dit hello les gars, Nicolas, comment tu gères votre relation pro avec Nassourdine? Parce qu'il dit histoire de ne pas avoir de problématiques comme ça a pu être le cas entre Daniel Voirin et Ouais. par exemple Benoît Saint-Denis. Ouais. On est sur le serrage de main. Ouais. Comme avec tous mes athlètes. Ça veut dire serrage de main, tu veux dire ça? Moi, c'est-à-dire, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de D'accord. contrat. Je pense que c'est de ça dont il Ouais, parle. oui. Quand il parle de ça, il n'y a pas de contrat. Après, honnêtement, j'ai pas de contrat avec aucun athlète. Moi, je suis de l'école de. En vrai, même s'il y a un contrat que tu veux partir, tu peux partir. Ouais. Oui, en plus. Je pense que si tu es intelligent, tu comprends ce que je t'apporte. Si à la limite tu comprends pas ce que je t'apporte, bah, peut-être que c'est mieux qu'on ne travaille pas ensemble. Ouais. Et si jamais à un moment on travaille plus ensemble, bah, voilà, il n'y pas grave, aura ouais. pas de remords, Voilà. ma vie continue, etc., etc. Il y avait la discussion avec Nassour, lui c'était un de ses projets de partir aux États-Unis. C'était un projet déjà pour le camp contre Canonnier. Ouais. Alors, c'était pas un projet sans moi, il voulait que je vienne avec lui. Mais ça peut être un projet sans moi sur l'avenir. Moi, je le conseille pas comme si j'étais dans l'histoire. Je le conseille comme si ça n'avait pas d'influence sur moi. C'est-à-dire que je lui dis, écoute, moi, je pense que si tu vas aux États-Unis un jour, Ouais. voilà le meilleur des cadres dans lequel tu pourrais partir. J'essaie de m'écarter de l'équation. Et ensuite, bah, si lui, il a vraiment besoin de moi et qu'il y a une entente qui est possible, bah, on fait. Ouais. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Il va continuer sa vie, je vais continuer la D'accord. mienne et on sera bien. C'est bien, c'est intelligent. C'est clair. Parce que ça te préserve aussi. Ça préserve moi, mon Mais voilà, ego aussi. bien sûr, ouais. Après, moi, je fais le choix aussi, depuis mes débuts, de ne pas, si tu veux, mes revenus ne dépendent pas des athlètes. J'ai d'autres modes de rentrée financière, qui sont notamment mon travail en ligne que je fais depuis longtemps, et donc qui me permet d'avoir une indépendance financière Ouais. par rapport à ça. Et qui me permet aussi de travailler avec peu d'athlètes, comme je fais, Ouais. donc de faire un travail qui me plaît, qui est qualitatif, et de travailler avec des athlètes dont j'ai choisi de travailler avec. Voilà, ça c'est une question que je voulais te poser aussi, Nico. Tu as déjà un peu répondu, mais les athlètes que tu coaches, j'ai C'est l'impression que qu'ils sont un peu à ton image aussi, Ouais. perfectionnistes, ils analysent tout un peu comme toi. Et, ça t'est arrivé des fois de prendre des combattants, des combattantes qui ne sont pas du tout comme ça et de devoir les façonner justement un peu à ton image? Tu peux pas façonner. Ok. J'ai fait ces erreurs. J'ai fait ces erreurs de travailler avec des athlètes qui me demandaient de travailler avec eux, mais finalement qui n'avaient pas ce mode de vie. En fait, D'accord. je suis arrivé à un stade où je pense que ton mode de vie détermine ta performance. Et donc si finalement, encore une fois, Delphine, Jorik, Nassourdine, si finalement tu n'as pas un mode de vie dans lequel le MMA est au centre Ouais. de ton mode de vie et finalement qui te permet de t'entraîner suffisamment pour progresser, que tu n'as pas cette disponibilité du cerveau, pour le haut niveau, c'est mort. Et
je suis à un stade où soit je travaille, parce que j'ai quelques clients particuliers. Et c'est des clients particuliers. On n'a pas le même niveau d'exigence. Eux, ils veulent être en forme. Magnifique. Voilà, On a une super relation, c'est comme des amis. Je fais tout pour les faire progresser, mais je sais c'est quoi leur objectif. Soit tu viens me voir et tu es pour le haut niveau, et j'ai l'exigence du haut niveau. Et c'est pas du tout le même niveau d'exigence. C'est-à-dire que je suis très exigeant, je suis très dur, je suis sur tes côtes en permanence. Je vais te dire ça va, ça va pas. De la même façon que je suis bienveillant, comme je te dis, mais en même temps, je vais te confronter à ce que tu me dis. C'est-à-dire que si tu m'as dit mon objectif c'est ça, je vais dire on en est où par rapport à ton objectif, ta quantité d'entraînement, la qualité de tes entraînements, l'heure à laquelle tu arrives au cours, est-ce que tu discutes, est-ce que tu discutes pas, etc. etc. Mais justement, parce qu'on avait reçu Delphine. L'exigence. Si, Delphine Benouège, donc que tu coaches lors de la 4e émission. Et on lui avait demandé à Delphine la relation un peu qu'elle entretenait avec toi. On va l'écouter, puis tu vas réagir sur ses propos. Nico, c'est une personne que j'apprécie énormément. Je le considère comme un membre de ma famille. Je suis tout le temps, tous les matins, je le vois. Je lui parle tout le temps. Il m'envoie plein de vidéos à analyser, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui m'aide à évoluer et dans ma vie de combattante et dans ma vie personnelle. Il est hyper intéressant. Il aborde des sujets de façon très intéressante. En fait, il n'est pas dogmatique. C'est une des rares personnes de nos jours à ne pas être sur un dogme. En fait, à chaque fois que tu lui poses une question, il se pose la question sincèrement et il t'apporte des éléments de réponse qui vont dans généralement les deux sens. Il y a tout le temps oui et non, blanc ou noir, machin. Il n'est pas du tout manichéen et je trouve que c'est vraiment, il y a zéro temps à perdre quand tu parles avec lui. C'est vraiment quelqu'un qui gagnerait à être encore plus connu. Cette capacité à mentir, quand même, c'est incroyable. Moi, j'allais dire un truc gentil, mais. Qui lui a écrit le. C'est ça. Le écrit après nous a rendu le papier. Allez. Non, mais quand même, c'est fort ce qu'elle dit. Nico, c'est comme un membre de ma famille. Tu parles de cette exigence aussi que tu as avec tes combattantes et tes combattantes. Et là, elle dit quand même, c'est comme un membre de ma famille. Donc, tu arrives en même temps à avoir cette relation hyper fusionnelle, mais en même temps hyper professionnelle. Tu arrives à combiner les deux. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est un défaut de pas. De flouter cette frontière. J'ai vu des commentaires sur YouTube qui disaient, par exemple, pour Nassourdine, qui disait attention, un ami et un coach, c'est pas forcément le même rôle, etc. Moi, je suis dans un truc où si j'ai beaucoup d'amour pour toi, je veux ton bien, et comme je veux ton bien, j'ai pas de souci à te dire la vérité parce que je veux ton bien. Et du coup, je suis souvent plus dur avec les gens que j'aime qu'avec les gens que j'aime pas. Parce que finalement, si je t'aime pas, tu t'en fiches. Je m'en fous. Voilà, exactement. Toi, tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Mais si je t'aime, je veux ton bien. Et comme je veux ton bien, je vais être très exigeant parce que tu vois, je vais penser à toi et je veux que tu progresses et je veux que tu atteignes ton objectif. Et donc, effectivement, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ce qui est normal. Et on comparait souvent une histoire d'amour. Tu vois, dans un couple, des fois, tu vis le bonheur pendant des années. Et puis, des fois, ça peut arriver qu'il y ait une cassure. Mais voilà, mais je pense qu'il faut vivre à 100%. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, non. En fait, ici, ça fonctionne. Voilà, il y a une règle pour chacun. Oui, c'est ça. Chacun a son mode de fonctionnement, exactement comme un couple. Ouais, c'est ça. Chaque couple a son mode de fonctionnement. Tu es même plus souvent avec ton athlète qu'avec ta propre nana. Donc forcément, il y a ce truc, ces liens qui se créent. Ouais, puis après, je pense que chacun est différent là-dessus, parce que c'est vrai que tu as des coachs qui peut-être vont te dire, moi, voilà, j'instaure une vraie limite entre ma relation avec mon combattant. Et ça peut très bien fonctionner aussi. C'est selon, je trouve que là, ça marche, c'est ta méthode. Et je trouve, c'est bien, ça marche. Après, moi, ce que je fais pour ma famille, c'est que, par contre, je sépare ma famille. C'est-à-dire que j'essaye à la maison, dans mon cadre familial, de couper, de parler le minimum de ça. J'essaye, si on sort, de le minimum sortir avec d'autres combattants, etc. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est un trop-plein. En fait, tu passes ta vie, t'es au combat, tu sors, t'es au combat, t'es en vacances, t'es au combat. Et donc, voilà, je coupe. J'essaie de couper le portable à la maison, j'essaie de couper les discussions sur le milieu. Alors forcément, il y a des discussions. Oui, mais ça revient. Mais j'essaie de limiter pour avoir quand même une bulle qui est préservée dans ma famille. Mais c'est intéressant parce que tu dis j'essaye d'eux et non pas je fais. Des fois c'est compliqué, je suppose, parce que comme le dit Delphine, t'es quelqu'un qui est toujours en réflexion. Et je suppose que voilà, c'est pas comme certains tafs où tu fais ton taf, tu fais tes horaires, tu rentres, t'as plus rien à penser. Toi, t'es en constante réflexion sur. C'est ça, hein. L'exemple de Whittaker, quoi. Quand la nouvelle elle est arrivée, j'étais à la maison.
Et j'étais sur le truc, et mon cerveau, j'arrivais pas à décrocher. Oui, bah c'est Et en plus, on avait le décalage horaire des là. US, et je me couche, et j'arrive pas à dormir. Et je pense à ça, le game plan, et s'il fait ça, tu peux faire ça. Et si on part, ouais, mais ça vaut le coup que si. Et c'est comme ça, et comme ça, faudrait faire. Et qui serait le sparring partner idéal? Ça bouillonne. Femme. Tu penses encore à Whittaker? Non, je te jure, je pense pas. Si, je te vois. Dans le lit, en train de dormir. Bouge pas, dis-moi si ça passe. Ça marche ça. Ouais, mais c'est dur de mais c'est normal, t'es en ébullition, t'es en constante. Sur des bien événements sûr. comme ça, c'est dur de décrocher. Bah oui. Et puis tu vis des moments qui sont très forts. C'est ça. Louisville, je pense que c'était un des moments les plus forts de ma carrière. Ce moment-là, cet accomplissement, battre le 5e mondial, le battre de la façon dont on avait souhaité, c'est-à-dire avec un TKO, dans cette arène aux États-Unis, chez lui, avec 20 000 personnes qui sont contre toi. Et le moment où on l'a vécu, j'étais tellement submergé d'émotions. J'ai eu la sensation que c'était un rêve. Je suis arrivé dans la cage et je me suis dit, waouh, on est vraiment en train de vivre ce truc. Et cette émotion-là, je l'ai eue là, je l'ai eue au championnat du monde quand Delphine est père, alors qu'on a travaillé des mois. Elle a tout sacrifié pour ça, on parlait que de ça. C'était un projet de plusieurs mois, c'était pas... Et j'ai submergé d'émotions, pareil, et Delphine qui était inconsolable suite à la défête. Et en plus, le scénario était un peu... Le scénario improbable, etc. Voilà. Mais voilà, ces émotions aussi fortes, tu les vis pas 1000 fois quand même. Ah non, c'est clair. Tu peux nous décrire justement un peu plus en détail, parce qu'on demande souvent aux combattants de nous décrire comment ils sentent la veille, comment ils sentent après le combat, comment ils sentent juste avant d'entrer dans la cage. Moi, j'aimerais bien savoir comment un coach vit ça. Toi, tu arrives à dormir la veille, comment tu te sens avant le combat, avant que ton combattant rentre dans la cage, après. Tu peux nous décrire un peu plus en détail tout ça? Tout à l'heure, tu parlais du parcours et tu parlais de l'expérience. Et moi, j'ai eu cette chance de commencer à coacher à haut niveau en 2015. Donc 2015, à l'époque, peu de gens le savaient, mais moi j'étais au Factory, je coachais déjà des professionnels, on allait en Angleterre, on allait au Cage Warrior, on allait au Bama, on allait en Suède, on allait en Norvège, on allait dans tout un tas de pays d'Europe. Et donc ces émotions, les victoires, les défaites, j'ai eu la chance de les vivre à un moment où la lumière, elle n'était pas sur nous. C'est-à-dire qu'il y avait une petite lumière, tu t'en souviens, il y avait une petite lumière dans le milieu du MMA, mais en vrai, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est incomparable. Et donc, j'ai pu grandir. Et puis en plus, j'étais au MMA Factory. Encore une fois, c'était une chance parce qu'on avait un vivier de combattants professionnels qui était absolument extraordinaire. Je partais en coaché dans toute l'Europe, mais je ne sais pas, toutes les 2 semaines. C'était abusé. Ça bougeait beaucoup. J'ai enchaîné les coachings. Et du coup, j'ai pu prendre beaucoup d'expérience. Finalement, avant que la lumière, elle arrive. Et ça, plus ensuite, l'équipe de France amateur, où tu coaches, je sais pas, tu fais 60 coachings dans la semaine. Et moi, j'ai commencé en 2019 à être entraîneur de l'équipe de France amateur. Partager ce truc avec Aldric en 2019, puis avec Johnny, Christophe Daffreville, Yuri Begeneri, etc. Donc, tu partages les expériences. Et donc, j'ai eu la chance de vivre tout ça. Et donc, pour revenir à ta question, je suis arrivé à un stade où je suis cool. Je suis serein quand même, parce que premier UFC que j'ai fait, c'était en 2016. Premier Bellator, je crois que c'était pareil, 2015-2016. Ares 2019, j'y étais. Donc finalement, j'ai eu l'occasion de stresser, d'avoir des défaites, d'avoir des victoires, et donc d'encaisser tout ça. Donc je suis à un stade où je suis relativement zen. Aujourd'hui, ce qui me fait un peu trembler, c'est la pression médiatique. C'est-à-dire que quand on arrive à la veille du combat de Nassourdine contre Cannonier, j'ai toutes les interviews des médias, je sens que je suis attendu. Je sens que en cas de défaite, les médias vont me tomber dessus. Et surtout qu'il y a Nassourdine, c'est changement de staff, éventuellement. Exactement. Bien sûr. Je sais, le renouveau. Il y a une pression supplémentaire. Je sais ce qui va se passer si on perd ce combat. Et je me souviens, la veille, je suis dans la chambre avec Eliane Boifia. Et je partage l'interview que j'ai fait chez La Sueur et l'interview que j'ai fait chez un autre média, je sais plus quel média. Et en les partageant, je lui dis, je les partage aujourd'hui, je sais que si demain ça ne se passe pas bien, c'est à double tranchant. Les gens vont... Mais tellement j'assume ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ça se passe bien ou pas, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, je peux les partager. Et quand on est dans le bus pour aller à l'UFC Institute, je regarde Nassour et je le vois qu'il est là, il est à l'aise. Il est détendu, il est souriant, il n'a pas de stress. Et il a entendu ce que tu as dit dans les médias ou pas? Avant, il a entendu, il a vu.
Et lui, il a déjà vécu tout ça. Il a vécu la bien sûr. défaite avec Strickland, Ouais. il a vécu les médias qui lui sont tombés dessus, mais il est zen, il est cool. Il sait que la performance qu'il va faire dans la cage, tout va dépendre de ça. Et j'ai eu cette discussion avec Francis juste avant son combat contre Cyril Gane. Ouais. On passe à Vegas. Francis Ngannou, bon, voilà. Francis Ngannou, et je dîne avec Francis. Et il est au moment où Lopez, il lâche les dossiers sur Francis, tous les médias français disent ouais, c'est un traître, etc., etc. Et je vais dîner avec lui et je lui dis comment tu sens tout ça, comment tu le ressens? Il me dit Nico, quoi qu'il arrive, le lendemain du fight, tout ça se sera effacé. Si je gagne le combat, on aura oublié tout ça. Si je perds le combat, tout le monde va me tomber dessus. Mais le résultat du combat dictera Ouais. l'analyse post-fight de tout ce qui s'est passé avant. Donc il me dit, ça sert à rien de perdre de l'énergie, essayer de convaincre Bah les oui, gens. ouais. Le jour du combat, je vais convaincre les gens. Là, en attendant, je vais faire le travail pendant le training camp. Et le lendemain du combat, le travail sera fait. Et ça m'a beaucoup aidé à mettre en perspective les choses. C'est bien aussi parce que si ton combattant a tendance à être un peu une éponge d'émotions bien et sûr. qu'il te voit Ouais. stresser, ça va le stresser. Ouais. S'il te sent détaché, je pense que Après, ça joue aussi un petit peu sur... Après, tu l'as dit, Nassourdine, c'est déjà, voilà, c'est Ouais. déjà un grand. Et là-dessus, je pense que il a Ouais, mais plutôt il y bien avait- géré ces moments-là. tu Ouais, vois. mais il aurait pu également aussi avoir la pression en disant bah, c'est moi qui ai été clair. chercher Nico. Putain, si on Ouais. se plante, C'est clair. allez, on va se faire, Ouais, et puis, tomber dessus. énormément de pression parce que voilà, l'adversaire en face, Canonnier, En plus. Ville, c'est blindé. D'ailleurs, c'est une question intéressante aussi parce que beaucoup de combattants hésitent à aller à l'UFC pour des questions financières, évidemment. Hein. On sait qu'il y a d'autres orgas qui peut-être payent mieux. Hein, Ah bah le maintenant, on le W, sait, le PFL, voilà. Est-ce que quand même, en termes d'émotion, en termes de public, d'attente, de pression, est-ce que l'UFC, ça reste indescriptible et incomparable? Non, c'est incomparable. Moi, j'ai fait l'Octagone, le KSW, j'ai fait Arès, j'ai fait le Bellator, j'ai fait le PFL. L'UFC, c'est un autre monde. Ouais. La portée médiatique de l'UFC, c'est autre chose. Ouais. Quand tu vas être numéro 1 mondial, c'est l'UFC. Maintenant, effectivement, les bourses qui sont proposées, l'explosion de ce marché libre dans lequel il y a des bourses qui explosent, peut-être que ça va modifier l'UFC. Parce qu'on a des talents comme Saladin Parnasse, comme Baki, qui aujourd'hui regardent ailleurs et signent ailleurs. Aujourd'hui, attention, moi je place le KSW et l'Octagone. Ouais, l'Octagone. Pour moi, c'est au-dessus du PFL. Ouais. C'est-à-dire que République l'Octagone, tchèque, hein, Octagone. Hein. République tchèque, mais beaucoup d'organisations en Allemagne. Ouais. Quand je vais à l'Octagone en Allemagne, c'est incroyable. Il y a autant de gens qu'à l'UFC Louisville. Il y a plus de gens qu'au PFL Baki contre Doumbé. La salle, elle est pleine. Le jeu pyrotechnique, il est fou. Les Allemands, on connaît le public allemand. Moi, C'est une boîte de nuit là-bas. hein. L'Allemagne, c'est moi, j'ai eu la chance de commenter l'UFC Berlin avec Vincent Parisi en 2000. Mais on était à l'O2 de Berlin. J'avais l'impression, comme tu dis, c'est une discothèque. Ouais. Il y a une ambiance. C'est pas possible, on est où? Et on était bord de. Mais j'ai Ouais. vécu un truc de dingue. Et c'était chez les Allemands. Les Allemands, ils ont un. Même quand tu vois, Mais ouais, ils ont, c'est à Paris ils ont et une tout, culture c'est- sportive. Ils ont une culture sportive. Voilà. Des événements comme ça à l'Octagone en Allemagne, il y en a, je sais pas, il y en a toutes les 2 semaines, Ouais, c'est ouais, tous ouais. les mois. Ouais, Allez, tous les on va mois, pas ouais. dire tous les mois, il y en Tous a. les mois. Donc nous, ce qui passe, pour nous, c'est le gros événement. Non, eux, ils ont ça. Eux, tout c'est le temps. KSW, pareil. Ouais, ouais. KSW, tu es en Pologne, tu es super bien reçu, les conditions. Donc je comprends les athlètes qui signent sur ces trucs-là. Ce que je dis, la nuance, c'est si tu as la capacité d'être numéro 1 mondial, les plus grosses bourses, elles sont quand même à l'UFC. Ouais, ça reste. C'est-à-dire que les gens qui touchent plus d'1 million par combat, ça, c'est à l'UFC. Ouais. Si tu peux être numéro 1 mondial, si tu veux... Je comprends, quand Salah, il signe pour 600 000 C'est incroyable. Non, mais c'est clair. par combat en 24 mois. Non, mais c'est ça. Seb, en 24 Sur mois. 2 ans, 5 combats. 5 combats. Ouais, c'est dingue. Donc on fait 6 x 5, ça Ah fait oui, 30. non, Il mais a voilà. pris 3 millions à la fin de 2 années. Voilà. Comment tu veux qu'il ne signe pas? C'est impossible qu'il signe évident. pas. Et je dis même bravo Mais oui. à sa team Ouais. qui a su prendre la bonne décision. Bravo. On peut pas refuser. C'est personne n'a refusé. J'ai lu des trucs où il se fait taper. Non, mais non, à bout d'un moment. KSW, ça- Non, Bravo. Mais est-ce que des bourses comme ça va pas un peu tuer? Moi, je pense que là, on commence à aller dans des extrêmes de prix. Baki, je sais pas combien c'est d'ailleurs. On aimerait bien savoir. Ouais. Ah oui, on ne sait pas encore, hein, donc je sais pas. Mais j'ai envie de me dire,
Mais Ça va loin, là, non? après, moi, il y a un truc que je me demande. Est-ce que tu penses, toi, Nico, qu'à terme, on pourrait peut-être arriver, on sait que voilà, c'est quand même un sport, même si il y a une hype énorme qui est encore en constante évolution. Ah oui, bah. Est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être arriver à des transferts entre les organisations, un peu comme on peut le voir au foot entre les clubs? Est-ce que des combattants de l'UFC pourraient être recrutés par le KSW en échange d'une somme et inversement, et un peu casser ce système un peu d'orgueil, avoir un peu des transferts de tous les côtés? Aujourd'hui, on a l'UFC qui a un monopole médiatique. Oui. Tu peux pas, en termes de nombre de vues sur l'année, c'est le modèle UFC. L'équipe de l'UFC, il y a cette émission Netflix, c'est pas Netflix, mais qui est sortie, où tu vois l'équipe de l'UFC. C'est incroyable ce qu'ils font. Les cartes qu'ils proposent, elles sont incroyables. Donc l'UFC, il a un monopole là-dessus. Maintenant, ce qu'on a, c'est effectivement une évolution des bourses qui est incroyable. J'espère que ces organisations, elles vont perdurer dans le temps. Ouais. Parce qu'elles permettent effectivement aux athlètes de toucher des sommes qui sont faramineuses, mais elles permettent aussi à tout le staff et tous les gens qui travaillent avec ces athlètes de toucher par ruissellement. Ouais, voilà, déjà d'avoir du travail, D'avoir puis du travail, bien de bien gagner payé. leur vie, etc. Il faut le rappeler quand même, 2016 ou 2017, quand Karl Amoussou il fait sa ceinture du Cage Warrior, qui était la plus grosse orga européenne à l'époque, peut-être même c'est 2017 ou 2018, il touche 2000 €. Moi, j'ai combattu, c'était Cage Warrior, c'était la plus grosse orga à l'époque, européenne. J'ai combattu au Cage Warrior pour 200 €. Moi, j'étais champion d'Europe de pancrace pour 600 francs. Non, mais véridique. Non, mais Avec l'argent de la buvette, c'est le mec a été prendre. Non, mais c'est C'est vrai, important. c'est vrai, d'où on part. Et où on est c'est maintenant, important, on parle bien sûr. de 2017. On ne parle pas de Oui, il y a un truc il y a 100 ans, c'est ça. il y a 7 ans. Ça a fait un bon. Donc ça a fait un bond qui est fabuleux, c'est magnifique. Le MMA explose, les amateurs sont devenus super forts. C'est clair. Les pros sont On en parle super souvent, forts eux hein. aussi. Les bourses sont super. Les gars gagnent bien leur vie, c'est génial. On est dans l'explosion du MMA. Pourvu que ça dure. Est-ce que le modèle économique va tenir? J'espère. Moi aussi. Ça serait génial oui, pour les tout athlètes. évidemment, Il ne tiendra que si le grand public Et tout rendu. s'attache Ouais. au MMA. Ouais. Et moi, ce que j'ai trouvé fabuleux au début d'Arès en France, c'est que tu allais voir Arès, tu avais monsieur, madame, tout le monde qui veut passer un bon jeudi soir. Ouais. Au lieu d'aller voir un concert, au lieu d'aller dans un bar, ils allaient à Arès. Et aujourd'hui, au début, il n'y avait que Arès, pour moi, qui avait cette qualité d'événement. Aujourd'hui, on a l'Hexagone, magnifique. On a le COF. Le COF, quand on était à Brest, Le coffre, c'est. Ouais. 4000 personnes à Brest, Ouais, c'est une bon, ambiance de folie. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on considérait avant des petits événements. Le COF d'aujourd'hui, c'est mieux que le Cage Warrior il y a 7 ans. Ah non, mais c'est incomparable. Ah, ce qu'ils font, c'est incomparable. vraiment Et ils un viennent travail de énorme. sortir 6 dates, là. hein. Et c'est s'enchaînent mieux en plus, sur hein, vraiment. les bourses, sont des belles c'est mieux cartes, sur c'est le mieux show, surtout, ouais, voilà. c'est mieux sur le public, c'est mieux sur... Donc aujourd'hui, on a des petits événements français à l'époque, on allait en Angleterre. Véridique, je discute avec le gars, on n'a pas de petit déjeuner. Le mec me dit, en fait, tu as de la chance qu'on te fasse venir ici. Donc, Parce que moi, je peux faire venir un Anglais, Ouais. il ne me coûte pas le billet d'avion, il ne me coûte pas la bourse, il ne me coûte rien. Donc tu as de la chance qu'on te fasse venir. Aujourd'hui, il y a le matchmaker du Cage Warrior, il m'envoie régulièrement des trucs. Est-ce que tu as quelqu'un? Ouais. Parce qu'ils sont en galère aujourd'hui. C'était pas le cas à l'époque. Ah oui, non. Et il y a un truc aussi intéressant, c'est que tu vois là, on parle du développement du MMA qui continue la hype continue à travers les organisations qui se développent, aussi à travers les combattants, les profils de combattants qui plaisent. On pense à un Cédric Doumbé, Baki, etc. Justement, Nassourdine Imavov là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu ce qui lui manque, ce truc côte de popularité, vraiment, tu vois? Après, c'est pas dans sa nature. Ouais, donc, ouais. En je fait, me il a rappelle joué de qu'on- malchance. Ouais. Honnêtement. C'est-à-dire que si je regarde, c'est vraiment le parcours. Nassourdine, il explose au moment où le MMA n'a pas encore explosé. Il est juste avant que ça explose, tu vois, juste avant le premier UFC Paris. Ouais. C'est le moment où il est à l'UFC et lui, il fait des performances de malade mental. C'est-à-dire qu'il bat les gars par TKO, il fait des finishes, il est retweeté par Ramzat, par Khabib, etc. Mais il n'y a pas eu l'UFC Paris, donc c'est pas ça. Tu regardes le premier UFC Paris, Ouais. Nassourdine, il est pas tête d'affiche, mais il est presque tête d'affiche. C'est-à-dire que c'est un des combats qu'on attend le plus. En plus, il y a le petit déjà un beef avec petit, Joaquin ouais, Buckley. c'est clair. Au open workout, il fait un open workout de malade mental. Et puis il arrive au combat, il fait un combat de ouf, sauf que sur le dernier round, il fatigue un petit peu. Et dans les 30 dernières secondes, Joaquin Buckley, il prend l'avantage sur 30 secondes. Sur tout le combat, c'est 30 secondes. Mais ce qu'on retient de ce combat, c'est il n'a pas dominé les 30 dernières secondes, il n'a pas fini le gars. Et donc le public est déjà un peu dur avec lui. Ouais. Et puis après, il est censé affronter Kevin Gastelum.
le combat est annulé. À une semaine, il accepte, bonhomme, hein, il accepte de prendre Sean Strickland, qui à l'époque n'est pas le Sean Strickland d'aujourd'hui. Ouais. C'est clair. Sean Strickland, il le prend à 93 kilos. Il fait un 5x5 qui est en vrai, avec le recul, une des meilleures prestations contre Sean Strickland parce qu'il prend le 5e round. Il prend pas beaucoup de dégâts, il prend le 5e round. Mais à l'époque, ce qu'on retient, c'est ah ouais, t'as perdu contre ce mec qu'on pense qui est pas très fort. Sauf que 2 combats plus tard, Sean Strickland, il prend la ceinture en atomisant Adesanya, qui est le mec qu'on pense qui est imbattable. Et en fait, si tu regardes chaque combat et chaque victoire, après, il prend Chris Curtis, il fait une masterclass, mais il y a un choc de tête qui fait qu'il n'a pas la victoire qu'il doit avoir. Ensuite, il affronte un tueur à gages, Roman Dolidze. Sauf que Roman Dolidze, il n'est pas super connu. Bah, ouais, il y en a pas, tu t'en parles maintenant, Dolidze, il y en a plein qui savent même pas bien qui sûr. c'est. Ouais. Et maintenant, il prend Cannonier. Cannonier, il a battu Strickland. Cannonier, il a mis knockdown. Là, il a marqué les esprits, par contre, pour le coup. Pour le coup, il a marqué les esprits. Mais Cannonier, c'est pas Whittaker. Ouais. C'est pas Strickland. Pourtant, Cannonier, il a battu Strickland. Ouais. Pourtant, Cannonier, il a fait la décision avec Adesanya. Et donc, effectivement, il est en train de passer un cap. Mais moi, je pense que ce qui lui manque, c'est l'UFC Paris. Ouais. Si on le met à l'UFC Paris, qu'on lui met un Vettori, qu'on lui met un Sean Strickland et qu'il fait la performance qu'il doit faire, là, pour moi, Ouais, là, ça va il changer. explose. Ouais. Il explose. Bon, en tout cas, on lui souhaite. Oh bah oui, Sandine, ah bah évidemment, oui. l'UFC Paris, on Ah rappelle, oui. le 28 septembre. Ouais. Hein, pour le 3e UFC Paris, déjà. Troisième Déjà, UFC Paris. ouais, C'est pour c'est ça clair. qu'on veut être à l'UFC Paris. Ouais, bah oui. On veut combattre Ouais. devant le public français, on veut pas louper cette date-là. C'est clair. Et puis on veut combattre souvent aussi. Ouais, c'est ça, important. bah oui, c'est important. Nous, on va enchaîner. On a prévu un petit truc. Alors, parce que Nico, faut le dire, tu coaches évidemment, on parle de Nassourdine Imavov, star de l'UFC, mais tu coaches aussi du public un peu plus classique, un peu plus amateur. Donc, on a fait quelques trucs avec Seb là. On va démonter un peu les idées reçues. Allez. Voilà. Je sais que tu avais fait une vidéo un peu là-dessus aussi. ouais. Donc, on en a mis quelques-unes. Il y a des questions que je me pose aussi moi. Il y a des questions, Allez. j'ai pas forcément la réponse. Donc, tu vas nous dire. Alors, bien dormir favorise la perte de poids. Est-ce que c'est vrai ou faux ça Oui. Étude super intéressante sur le sujet. Et, réponse courte, longue moyenne. Plutôt courte, Ouais, si tu peux. Plutôt faire, court, donc je fais très vite. Allez. Ils prennent 2 mecs qui sont en train de perdre du poids, Ouais. enfin 2 groupes qui sont en train de perdre du poids. Il y en a un qui dort 8 heures par nuit, l'autre, il me semble qu'ils le mettent à 4 heures par nuit. Et en fait, le groupe qui dort 8 heures perd 2 fois plus de graisse et 2 fois moins de muscles. D'accord. Et donc, une des raisons, il y a des raisons physiologiques derrière ça, mais une des raisons aussi, c'est que quand tu dors moins, tu as une capacité à résister à la tentation qui est plus faible. Et donc, tu vas faire des plus mauvais choix pendant ta journée. D'accord. Donc d'un point de vue physiologique, oui, mais aussi d'un point de vue psychologique, tu es moins prêt à résister à la tentation quand tu as moins dormi. À toi, Seb. La musculation freine la croissance. Non, faux. Ah oui. Totalement faux. Et en fait, on l'a vu chez des haltérophiles qui sont super grands, chez des basketteurs qui font de la musculation très tôt, qui sont super grands. Mais souvent, c'est comme quand on dit la gym freine la croissance. Non, ça freine pas la croissance. Simplement, si tu as le physique d'un basketteur, tu peux pas faire de gym parce que les leviers sont trop lourds. Ouais. Et inversement, si tu as le physique d'un gymnaste, tu peux pas faire du basket parce que tu es trop loin de toucher standard. le panier. À quelques exceptions près, comme Muggsy Boggs. Ouais. Ou Spudwell. Ouais. Alors, faire des séances cardio de moins de 45 minutes est inutile pour perdre du poids. Non, c'est jamais inutile. Le plus, le mieux. Ouais. Mais il n'y a rien qui est inutile. On disait ça parce qu'on disait que tu utilisais les graisses à partir d'un certain temps. C'est faux. Là, tu es assis, tu es en train d'utiliser ta source d'énergie principale, c'est les graisses. Donc tu les utilises tout le temps. Le plus, le mieux. On peut courir, on peut marcher. Marcher, c'est très utile. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Et un indicateur que je conseille aux gens, s'ils veulent marcher, 10 000 pas par jour, c'est pas mal. Il ne faut pas manger de glucides le soir. Non, pas du tout. C'est juste. Yes. Alors, si tu manges des glucides le soir, Yes. eh, Je vais devoir arrêter les t'es pâtes, un le petit pain. peu plus lourd le matin. Ouais, c'est tout. Hein. Parce que tu as mangé la dernière fois le soir et donc le matin, tu es un peu plus lourd. Mais si tu faisais une moyenne de ton poids sur la journée, le poids est le même. La quantité d'énergie que tu absorbes versus la quantité que tu dépenses détermine ta perte de poids. Question très intéressante, et ça, je ne connais pas la réponse. Faire l'amour avant une compétition en moins performant. Alors, très intéressant, j'ai lu des études récemment dessus. Lui, il a une anecdote de dingue. Vas-y, Anecdote de réponds, dingue. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'avoir une activité sexuelle fréquente Ouais. augmente la testostérone plutôt que la diminuer.
Et d'ailleurs, les gens qui sont célibataires et qui forcément du coup ont des activités sexuelles un peu plus importantes ont un taux de testostérone qui est plus élevé que les gens qui sont en couple et qui ont une fréquence de rapport sexuel qui est un peu moins importante. Attends, on aura un petit logo moins de 18, vas-y, tu peux y aller. Non, c'est pas, c'est que ce truc qu'on entendait souvent chez les grands sportifs, non, faut pas faire l'amour avant de faire une compétition, n'importe quoi. Moi, au championnat d'Europe, on était logés dans les Formule 1 toute la nuit, et puis j'étais champion d'Europe. Je n'ai pas senti un seul moment la fatigue. On a combattu le soir, mais... Et Loïc, c'était pareil. Ah oui, d'accord, Loïc. Bon. Bah, c'est vrai que maintenant vous avez un peu moins de succès, vous avez bien profité à cette époque. Maintenant c'est un peu plus compliqué. C'est plus que... Voilà. Allez, la prochaine. La corde à sauter est aussi, voire plus efficace que le running. Non, alors aussi efficace, oui, pourquoi pas. Plus efficace, non. En fait, il n'y a pas plus efficace, moins efficace. En fait, en réalité, plus moi je suis habitué à un sport, plus je vais dépenser de calories dans le sport. Mais si on parle de la personne lambda qui souhaite perdre du poids, trouve l'activité qui te plaît le plus, que tu peux faire pendant le plus longtemps possible, et essaie de le faire sur la durée maximale que tu as. Par exemple, tu accordes 1 heure par jour, et ensuite, une fois que tu t'es habitué à faire 1 heure, essaie de faire le maximum pendant cette heure. Donc par exemple, tu fais 1 heure de footing, avant tu faisais 8 km pendant 1 heure, après tu fais 9 km, tu dépenses un peu plus, 10 km, tu dépenses un peu plus, et au fur et à mesure, tu augmentes la distance que tu peux faire pendant le temps que tu pratiques. Il y a une nouvelle mode, là, j'arrête pas de voir des trucs sur corde à sauter. J'ai l'impression que la corde à sauter, c'est le nouveau truc. Moi j'en fais beaucoup de la corde à sauter, moi j'aime bien. Mes boxeurs, ils en font et tout, mais je vois des vidéos, là, faites 30 minutes de corde par jour. Ce qui me gêne avec la corde, c'est que c'est dur de mesurer. Ouais. Tu vois, quand tu cours, tu as un nombre de kilomètres, c'est facile à mesurer. Alors que la corde, C'est qu'en fait, la corde, combien tu as fait de tours mais c'est qu'aussi, tu as pas mal de. Pareil, c'est une idée reçue sûrement. Moi, j'avais vu des équivalences en. Voilà, faites 30 minutes de corde, ça équivaut à 1 heure de footing. Et du coup, des gens, en fait, se disent, bah, moi, 30 minutes, ça va plus vite, je me fais ça et ça équivaut à ça. 30 minutes de corde, faut les tenir. Ouais, en général, il y a tout ce qui est. Ça équivaut à ça. Oui, en général, c'est faux. Ouais, voilà. Alors, pour brûler plus de calories, il faut s'entraîner à jeun. Alors, ça brûle pas plus de calories, ça brûle plus de graisse. Parce que forcément, t'as pas d'autres substrats que tu peux utiliser sur le moment. Mais in fine, à la fin, tu vas remanger après. Et peut-être tu vas avoir un peu plus faim. Et donc, in fine, c'est la même chose. Si tu consommes le même nombre de calories, ça change rien. Ah ouais, d'accord. Donc, il n'y a pas d'effet. En fait, tu manges un peu avant. Probablement que tu vas avoir un footing un peu plus intense parce que tu as un peu plus d'énergie. Tu manges pas, tu as un footing un peu moins intense, mais tu consommes un peu plus de graisse. L'un dans l'autre, c'est plus ou moins la même chose. Ah ouais, moi des fois ça sert à rien, parce que des fois moi je vais courir le matin et tout, et après j'ai grave la dalle, je me fais un petit déj, je mets de ouf. C'est ça. Je me suis entraîné. Je m'en fous, j'ai couru, c'est ça. Alors, moi qui suis de la vieille école, tiens, est-ce qu'il faut s'étirer après une séance? Moi, je suis avant une séance. Alors, est-ce que c'est... Ouais, il y a 1000 objectifs différents, tu vois, ça peut être avant, ça peut être après. Quel est l'objectif de l'étirement? L'étirement après, c'est plutôt un étirement de relaxation. Tu vois, je suis après la séance et je veux faire en sorte, je mets une tension pour justement ne pas avoir la tension le lendemain, tu vois, une petite tension sur les muscles. Nous, on le fait par exemple sous forme de retour au calme. D'accord. Avant la séance, ça peut être un peu plus pour s'étirer, pour augmenter son amplitude articulaire. Voilà. Ok, d'accord. Avoir des courbatures après une séance signifie qu'elle était de bonne qualité. Oui et non. À partir du moment où je fais un mouvement qui est nouveau, je vais avoir des courbatures. Donc c'est un signal que c'est nouveau et qu'il y a une reconstruction musculaire qui s'opère. Maintenant, le contre-argument, il dit ouais, t'as pas besoin d'avoir des courbatures. Oui, c'est vrai, mais tu vas à la salle tous les jours, tu mets des poids, t'as jamais de courbatures, pose-toi des questions. Peut-être que, en tout cas dans l'objectif d'augmenter la masse musculaire, dans l'objectif d'hypertrophie, si t'as pas du tout de courbatures, si t'as pas de tension, si t'as même pas une petite fatigue musculaire, non, il y a un souci. C'est un proxy, on appelle ça un élément qui te permet de déterminer, qui est quand même intéressant. Avoir des courbatures, ça veut dire quand même que tu as bien bossé. Dans le cadre, encore une fois, de la fatigue musculaire pour l'augmentation de la masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Il en reste 2. Il faut faire plus d'abdos pour les rendre bien visibles. Non. Non. Alors, encore une fois, je vais pas être dogmatique, comme disait Delphine. Je vais pondérer ma réponse. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont besoin de perdre la couche de gras qu'ils ont sur les abdos pour qu'on les voit. Mais ce qu'on voit chez notamment les crossfitters, qui font tout le temps des abdos, ils ont les abdos qui sont musclés. Tu vois, ils ont une forme abdominale. Tu vois, ils ont un petit galbe abdominal. Donc, pour avoir ce galbe-là, il faut travailler un petit peu le volume abdominal.
Donc ça aide de travailler les abdos, mais si tu as une grosse couche de graisse dessus, il faut dans un premier temps perdre cette couche de graisse. Donc les deux associés, c'est intéressant. D'accord, donc on est d'accord que abdos, gainage dans un objectif de perte de poids, Non, ça sert à rien. ça sert à rien, ça on est Ça sert à rien. d'accord. C'est des exercices qui font perdre très peu de calories. Ouais. Donc c'est une perte de temps la plupart du temps. Et la dernière, trop se regarder dans un miroir après une séance rend plus con. Véridique. Véridique. Tiens, Totalement. regarde, parce que j'ai vu quelqu'un à un moment qui faisait ça, et je me suis dit, mais vraiment, il se fait très. Oh non. Oh non. Oh non. Et ben voilà. Un peu comme ça, quoi. Non, ça rend très très Hein con. Ouais. Oh Regarde, non. bah attends, on va profiter. Ah non, vous l'avez non. déjà. Oh, Je voulais dommage. la supprimer en plus. Oh bah non, ça aurait été dommage. Ah bah oui, on est remonté assez loin, on est remonté assez loin. Bon voilà, Il bah, l'a en tout cas c'est remis. top parce que Allez, voilà, on en allô. profite un peu, c'est parfait en plus. Je crois qu'après en plus tu... Le flex, Magnifique. merde. Bon, en tout cas ce qui est cool avec toi c'est que vraiment t'arrives à être très bref, expliquer très bien en peu de temps, donc ça c'est parfait pour C'est ceux qui regardent. ludique et puis on Ouais. comprend vite. Il y a un sujet aussi où tu es un expert Nico, c'est le cutting. Forcément c'est vrai. un sujet, on en parlait énormément. Ben, on va faire un petit truc, on va te poser 1 minute de questions sur le cutting, c'est le wait a minute, c'est parti. Donc 1 minute, top chrono, on a plusieurs questions, le but c'est de répondre le plus vite Et possible, ok? La rubrique, ça s'appelle vraiment Wait a minute. Ah bah ouais, Ou wait c'est a le minute. jeu avec le cutting. De quoi? Oui, c'est ça, c'est le jeu avec le cutting, ouais. ouais. C'est 1 minute de questions sur le cutting. Tu commences, Sam? Allez, Allez, c'est parti. 3 choses essentielles pour un bon cutting. Une bonne préparation, une bonne perte de poids, ensuite une bonne déplétion du glycogène et une bonne recharge. Est-ce que c'est mauvais pour le cœur? Oui. La meilleure technique pour perdre. Pour perdre au cutting, le bain. Ok. Après un cutting réussi, qu'est-ce que doit manger le combattant? Beaucoup de sucre et d'eau. Ok. Et d'électrolytes, du sodium globalement, du sel. Ton ou ta combattante qui galère le plus pour cutter. À l'époque, c'était Pico. Et maintenant? À l'heure actuelle, non, j'ai la chance, j'ai personne qui galère. Ok. Le plus gros cutting que tu as eu à gérer? Combien de kilos perdus? On a fait avec Mehdi Saadi pour la ceinture d'Arès, il était à 69 la veille, pour 61. Oh putain. Cutting Ouais, malade aïe, aïe, mental. aïe, aïe. On a fini genre 30 secondes avant la fin de la pesée. Le cutting chez les amateurs, c'est une connerie. C'est une connerie globalement, ouais. Ok. Et dernière, allez, est-ce que tu serais pour une pesée hydratée à l'UFC à terme? C'est dur, les gens trichent tout autant. C'est-à-dire au One FC, ils ont cette double pesée. Très compliqué. C'est-à-dire que les gens trichent autant, mais d'une autre façon. Bon, t'as été bon, t'as été très très bon. On avait pile prévu le bon nombre, c'est parfait. Après la pesée, bah, c'est le face-off, c'est parti. Alors, le face-off, très simple. Tu vas avoir une photo d'un combattant, d'une combattante ou d'une personne que tu connais et tu vas t'adresser directement à cette personne. Nous, on n'est plus là avec Seb. Tu lui parles. Ok? Ok. Et vous pouvez enchaîner en régie, hein, on fait je tout dis d'un coup. quoi Ce que tu veux. Ok. Ce que tu veux, c'est. Voilà. Ok. Allez, on y va. Delphine, je suis très fier de toi et de ta saison. Et de tout ce que tu fais. Pareil, Nassour, très fier de ce que tu as accompli et de ce qu'on va accomplir sur le reste de la saison. Fernand, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je vais avoir de la gratitude et je vais dire merci pour ce que tu m'as transmis. Votre relation maintenant, juste, c'est Cordial. cordial. Si on se croise, on peut échanger quelques mots. C'est très cordial. Mais ça n'empêche, c'est pas parce que c'est cordial aujourd'hui que ça empêche tout ce que j'ai appris. J'ai beaucoup appris auprès de Fernand parce que à l'époque, déjà, il faisait des choses qu'il y avait peu d'endroits où on faisait ça. Il y avait un vivier de combattants qui était fou, même à Factory. Et il m'a ouvert les portes de son savoir. Je pense qu'il a vu que moi, j'avais soif de savoir. Donc moi, je faisais tout pour apprendre le maximum. Et lui, il m'a ouvert les portes en me donnant le maximum en me donnant tout, en fait, ce qu'il faisait, sans cacher. Et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ouais, donc ok, respect pour l'entraîneur, peut-être un Pour la un- passation. Ouais, un peu La moins pour. transmission. Pas pour l'entraîneur Fernand. Et ce qui m'a transmis en tant qu'entraîneur, d'entraîneur à entraîneur. D'accord.
De toute façon, Fernand, c'est pas forcément ses Et qualités puis- d'entraîneur qui sont mises en cause, c'est plus Non, voilà. l'humain. Et puis, Voilà. la porte qui m'a ouverte, c'est-à-dire que j'étais directeur de la performance au Factory, c'est-à-dire Ouais. qu'il m'a laissé travailler avec une tonne d'athlètes. Et ça a été pour moi un véritable tremplin. Allez, Donc, la prochaine personne. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est déjà parce que ouais, on ne le sait pas. Jeanne Todt, donc la femme la plus forte du monde pendant 10 ans, une femme extrêmement intelligente. Qui m'a accueilli quand j'étais à l'université aux États-Unis, avec beaucoup de bienveillance en fait. Ok. Tu sais, j'ai rencontré dans mon parcours beaucoup de gens qui étaient bienveillants. C'est au Texas, hein, c'est ça, Ouais, l'université c'était du au Texas. Texas. Et elle avait la plus grande bibliothèque. En fait, là-bas, ils ont réuni la plus grande bibliothèque sur la préparation physique au monde. Et elle étudiait notamment un mec qui s'appelle George Hackenschmidt. George Hackenschmidt, c'était le lutteur le plus fort du monde. Mais à l'époque, quand tu étais lutteur. En même temps, tu froissais des poils. En même temps, tu faisais du cirque en même temps, etc. Et il avait écrit des livres en français. C'était un mec c'était un Russe, mais qui vivait en France. Et donc, elle m'a filé ses ouvrages pour que moi, je fasse mon projet de l'époque qui s'appelait Déjà vu. Et donc, j'ai montré en quoi la préparation physique de l'époque, elle avait beaucoup de points communs avec le crossfit et la préparation physique d'aujourd'hui. Ça a été ma thèse, entre guillemets, voilà, mon mémoire sur l'histoire du sport. D'accord. C'était ça, sa discipline. Et donc, un message pour elle alors? Merci, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour cette bienveillance, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens qui étaient bienveillants. Et je suis retourné aux États-Unis en 2000. Je suis retourné plein de fois aux États-Unis, mais je suis retourné la voir en 2021. Et on a passé une demi-heure ensemble à discuter. Et c'était très, très cool. Et je lui ai raconté ce que j'étais devenu. Ah, elle a les cuisses. Et elle était très fière de moi. Elle a quel âge? Elle est... Alors sur la photo, je ne sais pas quel âge elle a. Ouais, En là, c'était vrai, un petit moment quand même. Ouais, là oui, ça se voit aux chaussettes. Ouais. Vraiment, ça date. Je pense que là, actuellement, c'est peut-être plus la femme la plus elle forte m'a du monde. donné ouais, là, ses chaussettes que j'ai dit non. Alors Non, mais non, là, elle merci, est là toute je lui dis non merci pour les chaussettes. Elle est Regardez. toute jeune, là, hein, je crois. hein. Ouais, elle doit avoir quoi, 60 balais. Ouais, elle a plus de 70 ans, Ouais. je crois, et 72. Et voilà, et son mari est décédé il y a quelques années, voilà, donc hommage à lui aussi. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Alexis. Bah Alexis, c'est pareil, c'est marrant, c'est drôle. À lui, parce hein. que- Nous, on n'est plus là, Ouais, Axel, tu Alexis, n'existes c'est à lui plus. que je parle. Pareil, beaucoup de fierté, Alexis, pour ce que tu as fait. J'ai envie de te dire, on en a parlé et on l'a fait et tu l'as fait. Et je me souviens et tu te souviens de ton premier combat de kick. On a été ensemble en Angleterre et tout le monde doutait de toi, personne ne te connaissait. C'était il y a seulement 2 ans. Et aujourd'hui, tu es sur le toit du monde du kickboxing. Donc continue à faire ce que tu fais. Continue à avoir cette gentillesse, cette bienveillance, cette énergie positive, cette envie de travailler. Et le monde est à toi. Magnifique. Il nous en reste 3. Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. Cédric, attention. Attention aux écharpes. Non. Cédric, non, j'ai rien de spécial à lui dire à Cédric. On s'est côtoyé à l'époque où il est passé au MMA Factory. Totalement un autre personnage dans la vraie vie par rapport au personnage qu'il est dans la cage et dans les médias, etc. Voilà, j'ai hâte de voir cette revanche avec Baki. Juste dans un monde parallèle, est-ce que c'est un profil de combattant, Cédric Doumbé, que tu pourrais coacher? Bah, c'est vraiment parallèle, tu vois, parce que... Si on oublie moi, toutes les circonstances, moi, j'ai travaillé avec les Baki. trucs, J'ai beaucoup d'affection pour Baki. Je travaille avec Nassourdine. Je parle juste du combattant, Ouais, hein, la ouais. personne, le combattant, est-ce qu'il serait Nicolas Haute compatible? Ouais, tu vois, si j'ai envie de dire quelque chose de vraiment positif sur Cédric, il a beaucoup de loyauté. C'est-à-dire que son équipe avec qui il travaille, son préparateur physique, longtemps. Valentino, sa diète, l'Hatch Academy, bah, tu vois, il est avec eux depuis longtemps et il n'est pas en train de changer de bord alors qu'il a les opportunités de travailler avec plein de gens. Et ça, je trouve ça important pour un athlète d'avoir cette loyauté-là. Allez, encore deux petites personnes. Benjamin Sarfati, bah, pas grand-chose à lui dire à Benjamin. Continue les pattes d'ours.
Et les cuttings. Voilà, on pourrait lui faire un wait minute à Benjamin Sarfati. Attention au poids. Attention au poids. Non, franchement, ça bien rigole. Non, mais après, c'est vrai que t'as dû avoir quand même un regard attentif sur le cas William Gomis. On a tous eu hyper peur, quoi. Enfin, En genre, fait, le j'ai eu cutting des de William. insights. J'ai eu des insights et je comprends pas ce qui s'est passé. Ma théorie. Ma théorie, c'est que j'ai deux théories. Il faut savoir que dans les cuttings, c'est des nuits qui sont très très longues, enfin qui sont très très courtes. Hein. Donc j'ai deux théories. La première, c'est qu'il a mal lu le poids sur sa balance, ce qui est possible. Ouais. C'est-à-dire que tu lis, je sais pas, 67,6. Et en fait, il y avait marqué 66,7. En fait, tu es à 200 grammes du poids. Et en fait, toi, dans ta tête, tu es à 1 kg et du coup, tu refais un bain, etc. Et la deuxième théorie, c'est qu'il a zappé de faire une pesée et du coup, il a été trop loin dans le poids. En fait, quand j'ai réfléchi, j'ai du mal à trouver d'autres explications. Mais je pense que la théorie du switch, c'est la plus probable, surtout avec la fatigue. Je crois qu'il était tout seul sur le cutting. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'est bien fini, heureusement. Ça s'est bien fini. C'est pas bien fini, la Mathieu. Non, mais ça s'est bien fini. Je parle, il n'y a pas de séquelles pour William. Ah ouais. C'est ça. Quand je dis ça Il y s'est a quand bien fini, c'est même pour ça. une grosse frayeur. Hein, mais il n'y a pas de séquelles, parce qu'il peut y avoir. Les images, elles sont et c'est très pour ça que tu ne peux pas travailler. Enfin, c'est une grosse responsabilité finalement. On ne s'en rend pas toujours compte de prendre en charge le cutting d'un athlète. C'est une énorme responsabilité. Parce que si tu es un athlète qui n'est pas sérieux, bah, tu peux te retrouver dans des configurations. On ne connaît pas les coulisses. Oui, bien sûr. Et l'entraîneur, il ne va jamais dire non. ouais, en fait, mon athlète, bon, je vous avoue, il a totalement. Il ne va pas dire ça. Donc, c'est compliqué. La dernière personne à qui tu vas t'adresser. Allez, j'espère que. Ah, Nico Nico, j'ai envie de faire référence à un discours de Matthew McConaughey que j'adore. C'est un discours, déjà, j'adore l'acteur. En plus, c'est un discours qu'il a quand il reçoit son Oscar. Et il parle, il dit qu'il dédie sa victoire à 3 personnes. Je crois que c'est sa femme, Dieu, et il dit à lui-même. Et il dit que quelqu'un lui a dit quand il avait 20 ans, il lui dit « Trouve-toi un modèle ». Il a dit « Mon modèle, c'est moi dans 10 ans ». Et 10 ans après, il est revenu et il lui a dit « Non, c'est toujours toi dans 10 ans. Et comment tu vas te parler à toi dans 10 ans ?» Et donc, si je dois me dire quelque chose à moi, je dirais continue à croire en toi, à avoir beaucoup d'énergie positive, à avoir beaucoup d'énergie simplement, à travailler beaucoup. Et quand tu travailles et que tu te fais confiance, il y a des belles choses qui arrivent. Voilà. Ouais, on me dit dans l'oreillette, fini aux Bahamas après avoir ramassé tout l'argent de l'UFC. Voilà. Et à faire des voyages aux Bahamas. Mais t'es du genre, toi, à faire un peu toujours à te poser des fois et à, je sais pas, te faire une petite liste de ce que tu fais de bien, de trucs positifs. Positifs. Alors, j'ai un moment comme ça qui s'appelle. J'ai des fiches que je remplis, etc. Ouais. Et une des fiches, c'est les moments gratitude. Ouais. En fait, gratitude, c'est. Parce que les gens comme moi, je suis très fixé sur le futur. Je pense toujours à ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, etc. Les projets futurs. Et le défaut des gens qui sont fixés sur le futur, c'est que parfois, tu oublies qu'il y a des trucs super cool au moment présent. Et donc, j'ai l'instant gratitude, c'est dire, OK, dans la vie que tu mènes aujourd'hui, de quoi tu es super content et super fier. Et donc, ouais, j'aime bien me poser et dire, ouais, OK, il y a ça. Okay. Le moment gratitude. Et puis après, ça ne t'empêche pas de dire, ouais, il y a ça que je veux améliorer, dans l'avenir, je veux aller vers là, etc. Ouais. Tu vas sur ta liste MMA, chill and fight. C'est génial. On va enchaîner avec une rubrique qu'on aime beaucoup, Seb. Une question, 3 propositions, c'est très simple. Tu es obligé de répondre à tout, bien évidemment. Tu vas le faire. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore eu un invité qui a refusé de répondre. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a que Campbell McLaren qui n'a pas voulu se peser. Ah oui, c'est vrai. Je pensais qu'on allait prendre son poids. C'est vrai, c'était très drôle. Alors, tu commences, Seb, allez. 3 nouveaux combattants veulent s'attacher tes services. Petit A, aider un sumo à perdre 110 kilos. Petit B, aider un jockey à passer de 47 kilos à 77 kilos. Petit C, aider un combattant à devenir vegan. Combattant à devenir vegan, ça paraît faisable. Le sumo et le vegan, les deux, je peux les prendre. Okay. Le jockey est compliqué. Ouais, un jockey. Aider un sumo à perdre 110 kilos.
Bah ouais, parce qu'il est lourd et il mange beaucoup. Ah ouais. Donc tu vois, le levier, il est pas trop dur. Il mange énormément les sumos. Ouais, c'est un truc de fou. Donc il est déjà très lourd, il mange beaucoup, c'est pas trop dur de lui faire perdre du poids. Le vegan, ça faut choisir, en plus, les combattants sont des menteurs. Beaucoup. Donc et t'es pas 24/24 avec lui, pas facile. Ou plutôt sumo ou vegan alors. Ouais, sumo, je pense que c'est le plus facile. Bah, tu peux faire, pour faire perdre 110 kilos au sumo, le rendre vegan. Alors, Et regarde. tu peux. Alors, le dernier repas avant le combat de Delphine. Petit A, cassoulet et galette des rois. Petit B, fondue savoyarde et brownie au chocolat. Petit C, couscous et quingaman. Ah bah, elle t'a dit ou pas? Non. On a fait un couscous une fois. Avant son combat? Avant Ouais. son combat. Allez. On a, alors, Delphine, spécialiste du tourisme gastronomique, Ouais. on va dans une ville, elle trouve tous les restos qu'elle a envie de faire dans la ville, etc. Et donc, une fois, elle trouve un truc, ah ouais, ça a l'air pas mal, machin, bidule. Et on arrive, c'était au Havre. Et Ouais. on arrive au Havre, et puis on mange un couscous. Et le mec nous dit, mais j'ai mon resto qui vend du couscous depuis genre 40 ans ou 50 ans. Genre, grande enseigne du couscous au Havre. Ah ouais, Voilà. ouais. Elle a pris un D'accord. Étonnant. couscous. Donc, couscous et quinaman. Voilà. Voilà. La Quingaman. prononciation. Quingaman ou queen Quinyaman. Quinyaman. Gâteau breton. Quinyaman, oui, je sais. Ok, Je sais. c'est que du Bourré de toutes les mauvaises. Et alors j'ai appris choses. que le plus là-dedans le plus calorique, Bah, c'est c'est le brownie au chocolat. plus que le. Alors c'est sur internet, peut-être que mais Bon, en plus tout que cas, la galette des rois, plus le quinyaman, je sais Ouais, pas. peut-être pas forcément les trois Je repas sais les pas. plus conseillés avant, Bref. avant un combat. La phrase que tu pourrais dire à Nassourdine avant un combat. Petit A, je sens que ce soir tu vas conclure, on oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Les bronzés font du ski. Petit B, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. On a retrouvé la 7e compagnie. Et petit C, en référence à podium, action, réaction. Ah oui, Ah. là, c'est là, action, Réaction. réaction. Action, réaction. Tu peux la refaire? C'est ça, il fait ça, hein, action, réaction, je crois, c'est ça. Ah oui, podium, évidemment. Alors, quelle est la meilleure association? Attention, on a des très très bonnes. Petit A, la puissance de Le Banner et l'intelligence d'Anthony Nantois. Je sais pas si tu avais vu l'émission, Oh. elle a reçu, c'est du high level. C'est du haut niveau. Ouais, ouais, ouais. Petit B, la musculature de Thomas Loubersan et la taille de Salim Chibou. C'est déjà Petit- le cas. petit Salim, C. il est déjà musclé comme Thomas. C'est déjà l'association. Petit C, les bras de Gaëtan Hurtel et la chevelure de Loïc Pora. Ah bah là, non, on est obligé d'opter pour Gaëtan et Loïc. Gaëtan et Loïc, il faudrait qu'on fasse un petit montage. ouais, un montage des deux. Tu dois rajouter une fonction sur ton CV. Petit A. Acteur porno, pas besoin de changer de nom de famille, ça colle bien. Petit B, juge, tu serais parfaitement intégré dans les équipes, il t'adore. Petit C, pompier, pas d'intervention, tu poseras uniquement pour être dans le calendrier. Ah. Non, je suis juge. Juge, Ah, ok. je m'adore. Ok. Bon Nico, tu décides d'écrire un bouquin, tu dois trouver un titre. Petit A, le plaisir de la soumission aux éditions Toujours Plus Haute. Petit B, désir de coach aux éditions Cap Haute. Petit C, coach de MMA, zéro tracas, zéro blabla, aux éditions Le Petit Nicolas. Bien moins cher que ceux de l'édition Le Petit Grégory. C'est fort ça. Non, je vais opter pour la simplicité, le petit Nicolas. Le Petit Nicolas, c'est pas mal. La dernière, tu dois faire perdre du poids rapidement à un combattant pour la peser. Ok. Donc, 30 minutes de corde à sauter en combinaison de ski sur la place Jamel Fna en plein mois de juillet. Petit B, du badminton dans une forge. Petit C, une partie de jambes en l'air au sommet d'un volcan. Pour qui? Ah bah, tu choisis. Quel combattant? Tu veux combattant ou combattante? Quel combattant On va rester sur la combinaison de ski. Ok. Ah, d'accord, on reste soft. Ok. Bon, nous on va enchaîner, Sam, avec évidemment, comme chaque semaine, quelque chose qui t'a plu, voilà, que t'as aimé dans l'actualité du MMA, celle que du love. Le Que du Love cette semaine, c'est un événement qui va avoir lieu donc normalement au mois de décembre et organisé par un des médias, par le média d'ailleurs le plus influent du MMA.fr, les Maîtres Fumiers. Les Maîtres Fumiers donc qui ont été décriés, qui sont
adulé, adoré, critiqué. N'empêche que dans les deux cas, on adore les regarder. Hein, tout le monde suit les stories. Celui qui dit « Oh non, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait », c'est pas vrai, c'est on faux. sait toujours pas qui se On cache sait toujours pas vraiment derrière. et je trouve ça plutôt bien, moi. Voilà, c'est bien, on ne sait pas. En tout cas, bref, ils organisent le All-Star Game MMA. Alors moi, ça m'a fait tilt, non seulement parce que je suis un passionné de basket et de NBA, donc j'ai vu All-Star Game. Là, organiser un All-Star Game MMA, donc un événement de MMA avec, ça sera un événement 100% amateur, avec la crème de la crème des amateurs, avec les meilleures oppositions qu'on puisse faire. Et ça, je pense qu'on peut leur faire confiance. Hein, ils sont tellement influents là-dedans que moi, j'ai envie de voir les meilleurs amateurs, qu'ils arrêtent un peu de s'éviter. Là, ils vont tellement faire de promos, je pense que les amateurs n'auront pas le choix. Ah, mais... Ok, on va s'affronter, point barre. Ça sera normalement au Zénith. Et j'ai été hyper touché pour ça. Ils m'ont dit que j'allais être le speaker. Bon, alors voilà. Magnifique. Bravo. Le petit instant frime. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un événement que tout le monde attend. Mois de décembre, donc le All-Star Game MMA.fr, organisé par les Maîtres Fumier. En tout cas, merci à eux pour le boulot qu'ils font. Et je reprendrai cette phrase de M. Serfati. Ce ne sont pas des médias. Bien sûr que si, que c'est un média, tout le monde les suit. Voilà, franchement, ils sont forts, hein, même au niveau des infos et tout, ils sont tout avant tout le monde. Mais en fait, alors on ne sait pas qui se cache derrière, mais je pense qu'ils ont une équipe énorme, un peu partout avec des... Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est classe, je trouve aussi, ce truc de ne pas savoir qui se cache vraiment derrière, tu vois. Bah ouais, je trouve ça bien, parce que ça laisse ce mystère, et puis force est de constater que toutes les infos qu'ils donnent, pour le moment, ils ne sont jamais plantés. Ouais. Donc on peut ne pas aimer, bref, les infos, elles existent, elles sont là et elles sont réelles. Voilà. Et moi j'ai la chance d'échanger un peu avec eux, mais on parle énormément de NBA. Voilà, c'est la NBA, parce que derrière, c'est passionné de NBA. Donc, à la limite, le MMA, moi, c'est secondaire. Ouais. Moi, je parle NBA. Mais d'ailleurs, alors, bravo, hein, parce que quand même, mettre comme ça une veste Los Angeles Lakers, alors que Boston vient de décrocher son 18e titre, c'est osé, mais bon, voilà. Alors, déjà je ne pensais pas que les Celtics allaient gagner. Moi, j'avais mis une pièce sur le doublé des Nuggets. Je me suis bien planté. Ah oui, là, oui. Et moi, je suis un fan des Knicks. Mais voilà, oui, toutes mes vestes. Collectionneur, je suis un collectionneur. Forcément. Non, mais... On espère, la veste des Celtics. J'ai la veste des Celtics, je l'ai mis pour la... C'est beau. Oui, il n'y a pas longtemps. Mais c'était pas... C'était pas avec Delphine? Peut-être. J'ai vu avec Delphine. C'est peut-être avec Delphine. C'est vrai que ça fait un peu basketix quand même. Hein. On dit footix, c'est un peu... Non, je suis un fan de NBA. Non, mais en tout cas, on espère que cet événement va évidemment être une réussite. Il y a déjà des combattants amateurs, des gros noms qui ont déjà répondu en story en disant « Moi, je serai là, moi, vous me réservez la place et tout. » Et bien évidemment, c'est tout à leur avantage d'être sur cette carte qui va être, à mon avis, énormissime. Et puis pour un événement qui va être énormissime. Ouais. On a la chance maintenant en France d'avoir beaucoup d'orgas très talentueuses. Moi, je vois l'évolution du COF, elle est monstrueuse. Elle est incroyable. Ouais. Ça fait un moment que je speak pour eux. Là, ils annoncent 6 événements. Nancy, Limoges, Orléans, Troyes, Amiens. Ils font le Tour de France. Ouais, Tour de France. C'est pas centralisé à Paris, tu vois. C'est ça. Toutes les provinces. Qui est fort. Ouais. Et Brest, on a fait Brest. C'est blindé à chaque fois, quoi. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que les combattants, ils aiment venir. Ils se sentent chez eux. Et je pense que pour les Maîtres Fumier, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître parce que tout le monde les suit. Donc du coup, je vais sur la carte des Maîtres Fumier. Bien sûr, c'est une évidence. Seb, il faut saluer le boulot de JB, qui est le matchmaker du COF, qui fait vraiment tout pour qu'on soit bien reçu avec les moyens d'une petite organisation, mais avec tout ce qui fait que tu es bien sur place. Ton hôtel est bien, le convoi est bien, les heures sont respectées, les heures de combat. On a de quoi manger sur place, on a le petit déjeuner, mais on a aussi le déjeuner, on a le dîner. Il y a souvent un petit endroit où on peut se rassembler, où on se croise, on peut se réunir, on peut parler. Génial. Et donc finalement, que ce soit pour l'athlète, mais que ce soit aussi pour le staff, important. Que ce soit pour le speaker, que ce soit pour les coachs, on passe un bon moment quand on va au COF. Et ça, finalement, c'est une ambiance qui est importante au final. Et j'ai envie de dire, de toutes les organisations pour lesquelles je bosse, le COF, là, ils ont mis la barre très très haute dans tout ce qui est accueil et des combattants et du staff. Ouais. Que ce soit ceux qui sont là pour faire les taxis. T'as toujours un mec, quelqu'un peut me ramener ? T'attends pas un quart d'heure. C'est vrai que ça fait la différence aussi. C'est énorme, c'est énorme, c'est génial. Donc,
Donc voilà, c'était magnifique. Et JB, on le salue. Voilà, JB qui, on a un petit private joke avec JB. Je peux pas parce que Tu peux pas tout dire. Là, je peux pas tout dire. Sinon, on va pas repartir pour une nouvelle saison. Donc, Je peux pas. T'es pas obligé d'aller au bout. Disons que je peux balancer quelques trucs. On adore le reggae tous les deux et se détendre des fois. Ça fait voilà, on va en rester là pour. JB qui adore le reggae. Voilà. Alors, Voilà, on juste s'arrête. ça, pas plus, hein, pas plus. C'est juste le reggae, la musique, tout va bien, une bonne ambiance. Ah Voilà. non, mais c'est important. Bon, on a une rubrique dans cette émission qui s'appelle La Bagarre. C'est très simple, dans laquelle je me fais frapper par les invités. Et d'ailleurs, je tiens à m'adresser directement au maître fumier. Parce qu'en début de saison, ils ont vu les petites vidéos avec Jérôme Le Banner, avec voilà, Alexis Nicolas, tous ceux qui ont pu me frapper. Et ils ont repartagé en story en mettant « Il ne tiendra pas toute la saison ». Eh ben Il est les encore là gars, pour l'instant, Il est encore là je suis encore là. Mais peut-être que je ne vais pas tenir toute la saison. On va le voir tout de suite. C'est La Bagarre, la dernière de la saison avec Nicolas Haute. Donc voilà, la bagarre très simple, hein, les invités me frappent. Nicolas Haute m'a déjà frappé, je peux vous le dire. Voilà. C'était très très douloureux. Vraiment, j'en ai encore un souvenir, pourtant ça fait un moment. Hein. On va revoir les images. C'est pas un moment que j'affectionne, mais je vais le revivre. C'est parti, regardons. Je fais même puissance, je fais même puissance. Regarde. Oh, ça va, il te l'a mis moins fort, franchement. Il t'a pas mis moins fort. Bah, si, il te l'a mis moins En fort. fait, c'est une question Non, ça va, d'endroit. ça va, ça C'est va. pas une question de force. J'ai tapé au mauvais endroit. Ah non. Non, si, c'est ça qui s'est Attends, passé. faut refaire. Non, Lucien, faut on refaire. fait low kick. Non, low kick. Je te Attends. montre les deux. Mais les deux low kicks, les deux low kicks, les deux low kicks, les deux. Un, ça me va, mais. Un seul, ça te va. Donc je te montre le Ernesto, regarde. D'accord, déjà j'ai Tu pas une es bonne ici. garde et tout. Voilà, t'as une bonne garde. Ah bon, c'est j'ai bien. une bonne garde. Lève les gars. Voilà, c'est ça. Donc moi, ce que je veux, c'est faire ça pour que ton poids il soit là-bas. D'accord. Ok. Donc je fais ça quand le poids est là. Oh putain de merde. Non, ça défonce. Désolé les gros mots, mais. Oh, je suis mort. Ah non, mais c'est pas possible. Ça envoie. Ah non, ça fait trop mal. Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça à la maison. Donc le classique, c'est l'étranglement arrière, comme tu dis. On va mettre de chaque côté, on va couper. Donc je vais faire ça. Je vais venir là. Je vais venir là. Et je vais rapprocher ma tête. Et comme toujours dans les sports de combat, le but, c'est pas que ce soit que ça qui force, mais tout mon corps. Donc je vais faire ça. Et je vais réduire l'air au fur et à mesure. Regarde, ça fait ça. Il a déjà eu le genou. Ouais, à noter Il que a le déjà- plateau était quand Ouais. même bien moins décoré que maintenant. hein. Genou On a un plexus, peu. t'as Il y a déjà des- ouais, il y a des disctions là entre. voilà. alors, moi, J'ai sauce, je vais plein te de manger. mauvaises intentions. Hein, Moi, ça. voilà, moi je veux que Lucien ait mal, donc j'avais soumis l'idée de faire un low kick intérieur. Il a eu la sensation extérieure. Je mal. pense que c'est pour ça que je veux que tu le fasses. Hop là. C'est vrai que ça fait mal. Moi, je Sinon, te dis, c'est le la coup de dernière de genou. la saison. On va faire le genou que vous plafond, ça voulez. va aller. Alors, le genou plastron, tu l'as eu déjà. Je l'ai eu. D'ailleurs, il a eu par qui Delphine, Et par toi. Ah bah par moi, Et et il n'y a par pas eu Cyril. Si, Cyril Diabaté. aussi me l'a fait. je Parce qu'on crois, peut le ouais. faire sans le plastron. Oh non, 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 mais là. Non, mais t'as de la sangle Sans abdominale, toi. plastron. Ouais, mais là, moi, je préfère un low kick intérieur. hein. Ok. On Tu peut préfères faire quoi, toi ce que vous voulez, low kick extérieur, Ah, c'est low toi kick qui choisis. intérieur. C'est toi l'invité. Genou, moi, genou, c'est une arme que j'affectionne particulièrement, mais s'il a déjà testé avec Cyril, etc. Alors, ce qu'on peut voulez. faire, on va Allez. faire le combo. Genou, suivi d'un low kick intérieur. Ok. Voilà. Allez, allons-y. Non, boum, Avec un petit. boum, low kick extérieur. Ouais, ou ouais, genou arrière, switch kick. Bam. Ah ouais. Vas-y, mets-moi le. Allez, la dernière de la saison. Et puis, comme c'est la dernière, t'enchaînes avec un crochet. Ouais, voilà, tu me. Il travaille au corps. Bah oui, je veux quand même finir l'émission un peu touché, quoi, un peu. Il est bien serré là, ça va? Ouais. Ah, maintenant, moi, je suis serein. Hein. Je te dis, c'est la 12e. Plus aucune appréhension. Il est épais. Non, par contre, mets-toi derrière quand même. Ça... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je te retiens, quoi. Donc, Au cas où. alors attends. Oh putain, il prend le dedans. Non, moi je fais ça, je te récapitule ce que je fais. Je vais pas taper à l'intérieur, je vais te faire mal ici. Je vais faire ça. Genou, faut pas que tu recules. Non, mais moi, je jamais. Hein. Ah, c'est pour ça que t'es derrière. Mais non. Ah, mais tu peux y aller. Non, mais parce que, attendez, Non. moi, je connais Nico. Quand il était venu sur le plateau la dernière fois, il m'a fait exactement la même chose. Très pédagogue, très gentil, voilà, je vais te faire ça. Presque le câlin. Hein. Et puis après, une fois qu'il frappe, c'est plus le même homme. Non, donc, tu peux y aller, je retiens. Donc, Ouais. moi je vais faire ça. Genou, je vais poser. Low kick. Ça va? Franchement, je pense que c'est bien. Eh ben, allons-y, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tu me retiens tout ça, Seb? Il colle. Allez, go. Ah oui. Il a enlevé la jambe. Il a enlevé. T'as un peu, Il a ouais, t'as un peu fait Il comme a ça. enlevé. Ah, Là, il a enlevé. Et là, il a enlevé. Là, il a dit. Ah ouais, mais même. Tu l'as senti? Ah bah oui, je l'ai senti.
Non mais attendez, parce que d'habitude, voilà, c'est pour ça qu'il est vicieux, parce que tous les invités qu'on a reçus, oh la vache, tous les invités qu'on a reçus commencent doucement. Non, Dis voilà. moi j'ai fait une fois. Je fais doucement, petit à petit, crescendo. Lui, il y va direct. Mais là, t'as un peu, ouais. T'as un peu. non, mais putain, t'as absorbé le coup de genou. Ah ouais, et hop, non, t'as Seb, il a enlevé fait la 2. Mais c'est l'expérience d'être. Non mais par contre les gars, on va faire un truc qu'on C'est bien. fait pas les autres saisons, parce que toi t'es jamais passé sur On ça. fait pas. Jamais. Je veux juste pour que les gens se rendent compte, moi je suis pas du tout combattant, voilà, je vous l'apprends peut-être parce que oui j'ai un physique de combattant, je ne combats pas, voilà, je vous l'apprends peut-être aujourd'hui à la fin de la saison, je suis désolé pour ça. Seb, toi tu combats? Ouais. J'ai combattu. Oui t'as combattu mais voilà, t'entraînes encore et tout. Est-ce que Nico tu peux montrer un low kick sur Seb? Mais genre, Après, Seb qui a l'habitude et tout, tu vois, non mais pour qu'on se rende compte aussi, moi parce que Tu le mets moi dans le évidemment je bourbier. fais ça, je bouge la jambe, je suis pas... Ah, en fait, oui, voilà, tu l'as absorbé. Voilà. Après, il va me mettre un low kick, ça fait mal. Ouais. Après, je vais pas rester ce qu'on appelle patte en mousse avec le muscle. Ouais, Je vais ouais. bander un peu Il va le muscle. gagner là. Tac. Est-ce qu'on peut le Va faire? gagner Est-ce qu'on tout peut à l'heure. montrer pour ceux qui nous regardent, voir un peu ce que c'est un bon low kick Seb, et c'est bon, tu gagnes un bon combattant Ouais, qui bon. absorbe? Ouais, toi ça te fait mal. Ah non, bien sûr que ça fait mal, mais Comme si il je l'a laisse- pris, lui. si je laisse la jambe comme ça, ouah, ça va me faire mal. Là, En fait, il y a deux. Regarde, il y a deux possibilités. Il y a comme il l'a pris lui, ça fait plus mal que comme toi tu l'as pris parce que t'absorbes. t'as vraiment accompagné. Par contre, le truc au milieu, comme il dit, elle reste là, mais par contre, c'est pas ferme. Ouais. Bon, là, c'est la destruction. Ouais. Là, il a mis la force ici. Je mets du. Voilà, tu vois, parce que. Ouais, non, mais- T'as vu les cannes de. Comment ça s'appelle là Et typiquement, ce qu'il vient de faire, c'est celui de je prends pour te mettre. Ouais, pour te Ouais. contrer. Ouais. Donc, tu le fais pas 10 fois dans le fight, mais non, quand non. tu le fais, c'est-à-dire, je veux te faire payer ton low kick. J'ai vu que tu mettais plein de low kick. Ok, je fais boum, 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 je vais t'envoyer la patate. Ouais, en tout cas, vous êtes quand même sacrément malade, hein, tout cela. Mais bon, voilà, Maître Fumier, bah, j'ai tenu toute la saison finalement. Magnifique. Donc, je suis plutôt fier de moi. La dernière émission de la saison, merci Nicolas, Merci Seb, beaucoup. un grand merci. Merci à toi. Ouais, on va faire un peu de promo aussi avant de se quitter, parce Ouais. qu'on a une série qui est diffusée sur Sport en France qui s'appelle Unbreakable, qui est diffusée depuis lundi jusqu'à mercredi prochain, tous les soirs à 20h30. C'est la série Hexagone MMA. Hein. Hexagone Ouais, MMA c'est ça. donc, qui voilà, met en avant les meilleurs combattants, combattantes, les meilleurs combats. On va d'ailleurs observer un petit teaser de cette série. C'est parti. You have to be mentally tough to be a fighter. You go through the gambit of emotions. In victory, it's just a total elation. In defeat, you feel it to the core. When you're about to go into the ring, your heart is beating so much, it's like a cannonball going to shoot out of your chest, is the way it's feeling. You got to bring all of it. Unbreakable, Heart of Fighter avec mon anglais magnifique. Et en tout cas, les images sont magnifiques pour le coup. Hein. Franchement. La réal est très bonne. Ouais. Ouais, franchement, ouais, ça donne envie. Et il y a aussi le Combatté Global. Bien sûr, Combatté Global, lundi, vous nous retrouvez avec Seb aux commentaires à 20h30 pour 4 combats. Hein. C'est ça, 4 combats. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, belle aventure également de cette organisation qui est pas trop médiatisée, Non, mais c'est qui mérite d'être vue. Hein, ce concept, on avait reçu Campbell McLaren pour la 2e émission. Et donc, c'est une orga à suivre, en tout cas, qui est tournée en studio. Exactement. Et non pas dans une arena ou dans un zénith. C'est ce qui en fait sa particularité. Ouais. Voilà, en tout cas, vous l'avez Comme le compris. karaté combat, quoi. Exactement. C'est ça, C'est exactement ça. exactement. Vous l'avez compris, toujours plus de MMA sur Sport en France, c'est ce qu'on aime. MMA Chill and Fight revient la saison prochaine, avec une saison complète, on aura encore plus d'émissions à vous proposer. Nicolas, je te remercie encore une fois, c'est toujours un régal de t'avoir en plateau, t'expliques tellement bien, c'est parfait, voilà. Ouais, non, c'est ludique et je pense que les gens voilà. Ouais. C'est hyper important. Tu avais reçu aussi dans MMA Extra Round. J'avais dit qu'il faudrait rentrer plus en profondeur et là, c'est chose faite. Et puis on se voit avec JB bientôt, de toute façon. Hein pour écouter du reggae. Voilà. Allez, merci beaucoup les gars. Je remercie aussi toute l'équipe en régie qui, tout au long de la saison, et ça je tiens vraiment à le souligner, a fait
un travail monstrueux. Des fois, on déconne un peu avec Seb, mais vraiment, je vous remercie parce que sans vous, il n'y aurait pas d'émission du tout. Donc merci à tous, merci aussi à vous qui êtes nombreux, qui êtes fidèles à cette émission. Vous êtes présents sur YouTube, sur Twitch. Donc je vous remercierai jamais assez. Et puis on se donne rendez-vous la saison prochaine, tous les jeudis à 16h pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut! Salut!